Eh ben Franck, bienvenue sur Là on discute. Eh ben, salut Nassim, Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça va et toi? Attends, c'est un bonheur d'être là avec vous. Ah, c'est la première fois qu'on se rencontre, hein. Oui. Mais du coup, on va pouvoir parler un petit peu gentillesse aujourd'hui. Ouais, entre autres, ouais, il y a plein de choses à dire sur la gentillesse. Alors, tu es auteur, conférencier, chef d'entreprise, Ouais. t'as plein de casquettes, professeur Ouais, aussi. Ouais, Pas mal de choses. Je suis prof à l'université Lyon 1. J'enseigne la communication et le management au Master 2 qualitologie. Voilà, Qualitologie. Qualitologie, ouais, c'est des qualiticiens. Ah, ok, Et très un bien. métier incroyable parce que les qualiticiens, tu sais, dépendent directement du directeur général en général. Et donc, du coup, ont un rôle qui est ultra transverse dans l'entreprise. Donc, ils n'ont aucune autorité hiérarchique sur quiconque. Mais par contre, ils sont obligés de bosser avec tout le monde en mode collaboratif. Et donc, du coup, c'est vachement difficile pour eux parce que très souvent, ils sont amenés à travailler avec des gens qui n'ont pas forcément envie de bosser en mode qualité, de remettre en cause ce qu'ils font depuis des années. Bien sûr. Et ils considèrent que les mecs à la qualité sont les yeux de Moscou, l'œil de Moscou, comme on dit. Bien sûr. Et donc, la première des qualités, c'est au-delà de la gentillesse, on va voir que ça déborde, tu sais, la notion de gentillesse, c'est justement d'avoir des capacités à être respectueux, bienveillant, à l'écoute, avec plein de choses derrière, bien sûr. Voilà. Alors, donc, je fais ça comme ça, voilà. T'en as des casquettes, hein. Tu dois pas chômer. Ouais, en même temps, c'est des choses que t'aimes, donc. Oui, et puis c'est des casquettes qui se sont créées avec le temps de manière très naturelle. Je fais aussi de la préparation mentale de sportifs de haut niveau. Enfin, je fais plein de trucs, mais bon, enfin voilà, bon, on va parler des autres plutôt. T'es quand même l'invité, donc t'as le droit. Oui. On a le droit de faire tourner tout ça autour de toi. Ouais. La gentillesse, est-ce que tu dirais que c'est une qualité qui est un peu sous-cotée, dans le sens où on pourrait même considérer ça aujourd'hui comme un petit défaut en fait? Tu sais, on a tendance à dire je suis trop gentil, dans le sens je me laisse un peu marcher dessus, je suis pas assez fort pour pouvoir m'imposer. Est-ce que tu as cette sensation-là ou tu dirais que non? J'ai personnellement, moi, et dans le cadre de mon boulot, pas cette sensation-là, parce que je pense que la gentillesse est juste essentielle. Pour moi, la gentillesse, c'est l'amour en action. Tu vois, donc, on ne peut pas dire qu'on est trop gentil. C'est comme si on disait on aime trop. Donc, c'est juste pas possible. En revanche, la gentillesse, elle demande à être expliquée, cadrée. Elle n'est pas dans l'air du temps tout en étant dans l'air du temps. C'est-à-dire que tout le monde dit au quotidien qu'on a besoin de gentillesse, de bienveillance, de respect, de regard des autres. Et on va voir que c'est même essentiel à la vie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans les structures dites sociales, entrepreneuriales, la gentillesse est sous-cotée parce que les médias la dépeignent comme quelque chose de débile. Je dis souvent dans mes petites conférences, en rigolant, mais sans vraiment rigoler, il n'y a pas une journée où tu n'entends pas à la radio des mecs qui disent on n'est pas dans le monde des bisounours. Absolument. Voilà, ou on n'est pas là pour faire du social. Enfin, mais bien sûr que si. Je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours. Je dis juste qu'on manque cruellement, précisément, de gens qui ne sont pas des bisounours au sens négatif du terme, mais qui ont cette espèce de respect humain et relationnel. Dans les boîtes, on est souvent en relation avec la fonction, mais pas avec les gens derrière la fonction. Or, c'est complètement fou. Moi, enfin, tu sais peut-être pas, mais j'ai eu un premier métier pendant une dizaine d'années qui était le marketing et la publicité. J'ai fait une petite école de commerce à Paris. J'avais fait un petit peu de droit, mais ça m'a vraiment pas plu, je n'aimais pas ça. Et puis, donc, je suis rentré dans la pub, d'abord chez des patrons, et puis très rapidement, parce que je supportais pas trop l'autorité, puis que j'étais un peu quelqu'un d'hyperactif, tu le verras d'ailleurs, parce que je bouge beaucoup, j'ai créé ma propre structure avec un copain, puis un groupe d'abord parisien, puis franco-américain, parce qu'ils se sont fait racheter par des Américains. Et tu as créé ta structure parce que l'environnement dans lequel tu évoluais ne te convenait pas? Ah ouais, j'aimais pas j'aimais pas les patrons qui étaient autoritaires. J'étais capable de suivre n'importe quel type de patron qui faisait autorité, mais pas qui était autoritaire au sens qui imposait leur vision des choses. Alors, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais globalement, ce à quoi j'essaie de me rattraper à mes branches, la façon dont les choses sont faites dans ces entreprises faisait qu'on ne donnait pas de temps à la relation humaine. Et quand je dis regarder la relation derrière la fonction, c'est juste quelque chose d'essentiel. Et la gentillesse est sous-cotée parce que tu t'aperçois d'une chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les médias en parlent de manière ultra négative. Tu as des films aussi du style Dîner de cons, où le Père Noël est une ordure.
Ou je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans c'est Thierry Lhermitte qui joue le rôle de Pierre, je crois, je ne me souviens plus, puis qui parle de Thérèse. Je m'en souviens bien. Voilà, et je ne sais pas si tu te souviens de la phrase, c'est j'ai pas l'habitude de dire du mal des gens, mais Thérèse, elle est bien gentille. Sous-entendu, elle est conne. Ouais. Voilà. Donc moi, souvent, ce que je dis, c'est que la gentillesse, on n'est jamais trop gentil. En revanche, on peut parfois oublier de fixer un cadre à la gentillesse. Et c'est le côté pas con, justement. On peut être gentil et pas con. Et le pas con, c'est précisément le cadre. C'est quel cadre je me donne moi et jusqu'où je vais moi, sachant que on a une grande difficulté, c'est que notre obsession depuis qu'on est arrivé au monde, c'est de recueillir le minimum, ou je dirais presque le maximum d'amour pour survivre. Et ça, depuis qu'on est vraiment arrivé au monde. Donc, ce que nous sommes et ce que nous construisons de ce que nous sommes est une espèce de millefeuille qui forme ce qu'on appelle notre ego, notre personne, qui a à disposition un outil qui s'appelle le mental, on en parlera après. Et cette personne, c'est la somme des rencontres que nous faisons avec les autres et qui nous renvoie de nous une image. Et cette image et cette espèce de feedback que les autres nous renvoient de nous, nous passons notre temps à essayer de l'adapter à ce que les autres attendent que nous soyons. Et ça, quand je dis depuis tout petit, c'est depuis notre naissance. Il faut savoir un truc, et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est complètement fou. On est du verbe naître dans un état de fétalisation. On est un fœtus légèrement avancé. C'est-à-dire que, oui, donc on n'a pas fini le développement. Non, on n'est pas fini. Ouais. On n'est pas fini parce que si on était fini comme un petit chimpanzé ou n'importe quel petit animal, on tuerait notre mère dans le cadre de son accouchement parce qu'on aurait une tête avec un cerveau ultra développé. Et donc, du coup, nous ne devons notre survie qu'à la volonté des adultes qui nous accueillent, en général plutôt nos parents, sages-femmes, médecins, etc., accoucheurs, d'être dans une relation de désir de nous. Merde, je donne des petits coups de fil. Oh, t'inquiète pas, on n'entendra pas. Et d'amour. Pour que ce développement puisse se continuer. Pour survivre. Pour survivre. Déjà pour survivre. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu nais et que personne ne t'accueille, le petit bébé va mourir dans les 24 heures. Donc c'est vital. Donc c'est vital. Et donc ce petit être humain qui arrive fait déjà de manière instinctive, non raisonnée, non intellectuelle, un lien de cause à effet entre ce qu'il fait, par exemple un môme de 15 jours qui va commencer à faire ses nuits et qui se rend compte, non pas par raisonnement mais de manière instinctive, que lorsqu'il fait ses nuits, il récolte de sa maman une relation profonde de chaleur et d'amour. Et il fait ce lien de cause à effet. Alors il n'est pas en train de se dire, comme dans le film, tu sais, Allô maman, ici bébé, putain, quand je fais mes nuits, maman est cool avec moi. Il se dit pas ça. Mais il fait ce lien. Et on va passer notre vie à ça. Donc ça s'imprime carrément dans notre cerveau dès nos premiers jours d'existence. Et on ne sait pas parce que personne ne s'en rappelle vraiment, peut-être même un peu avant si tu veux, mais avant je ne pense pas. Avant on est dans une relation étroite d'intimité avec nos mamans et cette intimité et la façon dont nous nous développons dans le ventre de nos mamans est aussi très liée à la façon dont elle-même est en relation avec le monde qui l'entoure. Donc on tout sait résonne qu'une maman en fait. sécurisée par un papa sécurisant ou un contexte sécurisant va donner un bébé sécurisé qui lui-même, lorsqu'il va arriver au monde, va déjà être dans un mode de fonctionnement qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. Voilà, c'est pour ça que très souvent, quand on a une maman qui a une grossesse un petit peu délicate et difficile, elle peut, pas toujours, parce qu'on ne peut pas généraliser, mais elle va mettre au monde un petit gosse qui va être peut-être nerveux, qui va pleurer plus que d'autres, etc. Et c'est incroyable. Donc dès le départ, on met ce masque de la gentillesse. Tu vois ? Et donc ce masque de la gentillesse, c'est quoi ? C'est juste l'obsession de recueillir l'amour nécessaire pour pouvoir survivre. Et à partir de ce moment-là, Françoise Dolto en parle merveilleusement bien dans ses bouquins, notre obsession, mais même adulte, même encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois mettre comme masque, tu vois, pour plaire à papa ou pour plaire à maman ou pour plaire à mon instituteur ou pour plaire à ma grand-mère ou pour plaire et puis petit à petit, pour plaire à mes copains, pour plaire à ma copine, pour plaire à mes professeurs à la fac, pour plaire à mon premier patron. Et je vais être capable, parce que mon obsession, c'est de recueillir cet amour-là.
eh bien de me travestir. Je vais dans les relations amoureuses, dans les 3 premières années, enfin, je sais pas ton contexte de vie perso, mais on l'a tous vécu plus ou moins. Quand tu restes déjà au moins 2-3 ans avec quelqu'un, pendant 3 ans, c'est le contexte où on est amoureux, où on va déployer tout ce qu'il faut pour pouvoir séduire l'autre. Et puis, d'où la phrase de l'amour dure 3 ans qu'on entend assez souvent. Voilà, de Bec BD entre autres qui en parle en disant que ça dure pas jamais plus longtemps. Et en fait, ce qui se passe pendant ces 3 ans, c'est que on se travestit et par amour. Pour recueillir l'amour et le regard de l'autre, on va être capable de lui dire oui alors qu'on pense profondément non. Mais en disant oui, notre obsession, c'est de pouvoir avoir de l'autre côté aussi, de la part de l'autre, un oui de la même manière. C'est-à-dire que je me plie à ce qui est important pour l'autre et j'aimerais que l'autre se plie à ce qui est important pour moi. Et pour clarifier, quand tu parles de travestissement, est-ce que c'est d'une manière péjorative ou non, c'est essentiel pour nous et c'est nécessaire ? Oui, on pense que c'est nécessaire, sauf qu'on oublie une chose, c'est que c'est la fameuse peau de sauce devant les yeux. Quand tu fais ça, t'es juste pas toi-même. Et à un moment donné, tu sais, j'en parle souvent, c'est le sketch de, comment elle s'appelle, une belle lyonnaise, Muriel Foresti, qui fait hurler Florence Foresti. Florence Foresti, et qui raconte le couple, tu sais, de départ, le mec qui joue de la guitare, puis oh j'adore quand il joue de la guitare, et puis au bout de 3 ans, putain, je vais lui péter sa guitare sur la gueule. C'est une bonne analogie. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est à la fois naturel de vouloir séduire, et c'est un process naturel. Mais c'est ça aussi qui est génial dans le couple, entre autres, et dans tout type de relation, c'est que la rencontre se fait sur sur cette espèce de volonté de séduire l'autre, mais elle se fait inconsciemment bien avant, c'est-à-dire que les âmes se rencontrent avant qu'on rentre dans la relation elle-même. C'est-à-dire que inconsciemment, je ne sais pas comment, sur quel process, tu vois, on se reconnaît comme étant celle ou celui qui va non seulement, ce que j'espère, combler mes propres blessures d'amour que j'ai depuis que je suis arrivé au monde, d'accord ? Parce que tu as un papa qui t'engueule parce que tu n'es pas assez mec, ou une maman qui t'engueule parce que tu n'es pas assez gentil, que tu n'as pas vidé la machine à laver la vaisselle. Donc on se plie aux autres pour plaire. Et puis quand on rencontre sa moitié, si j'ose dire, en tout cas quelqu'un qui va collaborer dans ta vie amoureuse, t'attends de l'autre qui t'insuffle et qui soigne ces espèces de blessures. Tout en étant toi-même dans une forme de transaction avec lui, puisque elle ou lui attend que tu puisses faire de la même chose, sauf qu'à un moment donné, au bout de 3 ans en général, et parfois un petit peu avant, il y a une dissonance qui s'installe. Et oui, et puis surtout, l'autre devient aussi celle ou celui qui met le doigt sur ses blessures et qui les réveille. Voilà. Et c'est moins agréable tout de suite. Et c'est moins agréable à vivre aussi, tu vois. Et donc, du coup, l'autre, le partenaire, quel qu'il soit homme ou femme, pour l'un ou pour l'autre, devient à la fois celui dont on attend qu'il nous aime profondément et de manière inconditionnelle, tout en ne mettant surtout pas le doigt sur mes blessures. Et quand il met le doigt sur les blessures, quand un anal te met le doigt sur ta blessure, qui en général sont des blessures que l'on a mis de côté savamment par un process dont on parlera, qui est un process d'omission, c'est-à-dire d'amnésie partielle. On est capable, quand on est tout petit, et même quand on est grand, de créer des omissions totales. On partitionne et ce qu'on n'a pas envie, et ça fait le on laisse de côté. Psychiatre après. Et quand elle met le doigt là-dessus, comme c'est du déni et qu'on ne l'a pas, la première chose que ça crée une montée d'émotions et de sentiments très forts dont on ne supporte pas l'intensité et qui va nous amener à rendre l'autre en face de nous responsable de ce qui se passe chez nous. Et donc conflit. Et donc on rentre dans un conflit. Je te permets pas de dire ça, ou comment tu peux me dire un truc pareil, alors que plutôt que d'y accorder de l'importance et surtout de refuser la responsabilité de notre propre émotion, on est responsable de nos propres émotions. On rend l'autre responsable, et quand on veut rendre l'autre responsable, le seul moyen de pas s'emmerder la vie, c'est de le supprimer. Donc le premier pas du conflit, c'est le désaccord, tu vois, et ça arrive très vite dans les couples ou dans les relations professionnelles. Et puis très rapidement, on peut en arriver à un phénomène de guerre physique. C'est-à-dire que quand l'autre touche à mon ego, parce que c'est ça que ça touche un bout de mon ego qui n'est pas soigné avec une cicatrice à vif, ça fait super mal. Et ce que je dis souvent, c'est que quand je suis en relation avec quelqu'un comme ça, moi, mon obsession maintenant, ce qui n'empêche pas ma montée d'émotion, qui n'empêche pas le sentiment de « putain, il me fait chier ». Oui, parce que ça, c'est presque incontrôlable. Mais c'est incontrôlable. C'est juste à ce moment-là,
de me poser la question, quand elle me dit non à moi et que ça me fait chier, à quoi elle se dit oui à lui, à elle. Tu vois ? Ou quand elle m'attaque et que je prends ça comme une attaque, de quoi elle se défend ? Et en fait, tu t'aperçois d'une chose, c'est que dans la vie de manière complètement générale, la seule obsession, c'est l'amour. Et elle prend parfois, et c'est triste, mais c'est comme ça, et on apprend avec ça, elle prend parfois la couleur de l'attaque. Et il n'y a personne au monde qui n'attaque pour attaquer. Tout le monde se défend. Que ce soit Poutine avec l'Ukraine et tout ce que tu veux, on ne va pas rentrer dans la géopolitique, mais on pourrait quasiment. Il se défend sans doute de quelque chose qui l'amène à avoir un comportement offensif et d'attaque. Et la seule possibilité de sortir de tout type de conflit, et encore plus de ces putains de guerres de merde, c'est précisément de commencer à se poser d'autres questions et d'arrêter de condamner. Plus on condamne, plus on rentre dans un process qui est un process de séparation. Et ce process de séparation est invivable parce que la seule obsession qu'on doit avoir précisément depuis qu'on est arrivé au monde, c'est l'unification qui passe par une notion d'amour. Alors les mecs qui vont entendre le podcast, ils vont dire « Oh putain, Francky, ça y est, il est parti dans ses bondeuseries. » Pas du tout. C'est juste du quotidien. Pas du tout. Ouais. C'est juste du quotidien. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et quand tu te rends compte de ça, eh bien, tu t'aperçois que le couple est un merveilleux endroit pour rencontrer l'autre, mais d'abord pour se rencontrer soi-même. Tu as dit quand même un truc très intéressant, l'autre n'est pas responsable de nos propres émotions. Non, on est tous responsables de ses propres émotions et montées de sentiments. Mais comme c'est tellement invivable, parce que parfois c'est... Alors quand l'autre te balance des trucs super et que ça crée chez toi une émotion... Ça flatte l'ego, forcément, putain, on est content là. Oh, ça y est, elle-même, elle reconnaît qui je suis. Mais on passe notre temps à être obsédé pour être reconnu pour qui on a l'impression d'être. Tu vois ? Donc moi, j'ai entre guillemets l'étiquette du mec gentil. Mais putain, je suis pas gentil tout le temps, je te le garantis. Mais c'est vrai que du coup, quand je suis avec ma petite femme Sophie, j'essaye le plus possible de répondre à ce qui est important pour elle. Mais je me donne aussi le droit, et c'est pas facile, de la décevoir. Et c'est notre deal. C'est notre deal. Et c'est pas simple, parce que ça n'empêche que de temps en temps je m'énerve, de temps en temps elle s'énerve. Mais maintenant, quand on s'énerve, on sait qu'on tombe dans ce truc. Alors de temps en temps, pouf, on tombe, là, ça peut durer 1 heure, 2 heures, parfois une journée, tu vois, la nuit, puis le lendemain matin, on se réveille, on se regarde, et puis on va aller discuter, et puis, tu vois, je sais pas... C'est génial d'avoir ce recul, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, enfin, moi j'ai mis 3 mariages, plus une grande relation de 13 ans pour y arriver, tu vois. Donc, voilà, et par contre, aujourd'hui, mon obsession, c'est vraiment de réussir cette relation, pas ce mariage. Un mariage, c'est pas fait pour durer. Ça, c'est juste la religion catholique qui dit on se marie pour la vie. Non, on se marie pour ce qu'on peut. On essaie de faire durer du mieux qu'on peut, mais ce qui fait qu'un mariage dure ou qu'une relation dans une entreprise dure, c'est pas la qualité de l'organisation dans une boîte ou c'est pas la force de l'amour, c'est la qualité de la relation. Et la qualité de la relation, hop, on revient à ta première question, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est l'humilité. C'est l'honnêteté intellectuelle, au-delà de l'honnêteté elle-même. C'est la capacité à écouter l'autre et à accepter de manière inconditionnelle ce que l'autre me dit. Y compris et surtout quand l'autre me dit de la merde sur moi. Alors, est-ce que gentillesse, c'est synonyme de bienveillance, d'empathie, etc. Oui et non. Après, on rentre, tu sais, dans les problématiques de terminologie et de vocabulaire. J'ai un ami adorable qui s'appelle Emmanuel Jafflin, qui écrit beaucoup sur la gentillesse aussi. Puis à chaque fois qu'on fait une émission ensemble, on se prend la tronche, mais en rigolant, parce que lui, il est très rigoriste dans la définition, et puis il a une approche très philosophique, tu vois, très cartésienne, et moi, pas du tout. Et je dis souvent... On se fout de la définition du dictionnaire. Ce qui est important, et c'est d'ailleurs ce qui crée beaucoup de conflits entre les gens, les mots ne tirent pas uniquement leur signification de la définition du dictionnaire, ils tirent d'abord leur définition, enfin leur sens de l'expérience que nous en avons. D'accord ? Donc la gentillesse pour l'un n'est pas la même gentillesse pour l'autre. Tu as des grands mots valises du style l'honnêteté, la rapidité, la beauté, qui sont des mots que l'on comprend tous sur le plan du sens du dictionnaire, mais qui, lorsqu'on échange, comme on est en train de le faire tous les deux, ne tirent leur sens que de l'expérience qu'on en a. Et en fait, là aussi, ça déclenche des conflits. Les gens se foutent sur la gueule parce qu'ils vont dire oui, écoute, tu appelles ça rapidité, dis donc, je sais pas ce que c'est chez toi, la rapidité. Hein. Tu vois ou bien, alors qu'on a cette communauté linguistique, puisqu'on a tous appris à parler le français de la même manière, on
On apprend tous à parler notre langue maternelle de la même manière. On apprend d'abord par le mimétisme, par le langage, et puis par cette volonté que les petits bébés ont d'être très vite autonomes, le plus vite possible. Donc un petit môme, ça a été montré par Boris Cyrulnik, il va connaître entre 10 et 12 mois à peu près, alors en fonction de son environnement social, entre 100 et 300 mots. Quand je dis qu'il les connaît, il n'est pas capable de les prononcer, mais il réagit. Il a fait un lien de cause à effet entre la prononciation et le son du mot. Et son action. Et son action et l'objet auquel il est relié. Ouais. Quand maman dit au petit gamin c'est l'heure de manger, c'est l'heure du biberon, dans la tête du gosse, il fait ce lien de cause à effet, il fait une corrélation positive extraordinaire entre l'objet, ce qu'il voit, ce que maman prononce, et le bonheur que ça va lui procurer. Tu vois, donc il apprend les mots comme ça. On le voit, je ne sais pas si tu as des gosses. Moi, j'ai des petites filles, j'ai 4 petites filles maintenant. Et il est où ton nez ? Ben, voilà, elle est où ton oreille ? La gamine, elle est toute petite, elle te le montre à 12 mois. Et après, donc ça, c'est la première partie, avec un rythme biologique différent selon les gosses. Et puis derrière, il va apprendre, parce qu'il veut être autonome, et faire comme papa, maman ou les gens autour, grâce à ces fameux neurones miroirs dont nous sommes tous équipés, à prononcer. Donc elle va dire bibi, elle ne va pas dire biberon, tu vois. Et puis au fur et à mesure que le temps va passer, aux 2 ans et demi, 3 ans, là aussi en fonction de l'environnement culturel et social, familial, le petit garçon ou la petite fille va commencer à faire des phrases, à associer les mots. Donc elle ne va pas dire papa est parti au travail, mais elle va dire papa parti travail. Et puis petit à petit, en s'entraînant, le petit gamin, la petite fille va devenir fluente. Donc elle va commencer à parler de manière courante, donc en utilisant son langage. Donc elle a cette espèce de langage, mais elle n'en a pas la langue. Et après, il y a un truc incroyable, c'est on rentre à l'école. Et quand on rentre à l'école, on va nous apprendre la structuration derrière notre langage, qu'on appelle la langue. Voilà. Et donc on nous apprend qu'il y a des signes phonétiques pour prononcer. On nous apprend qu'il y a une structure grammaticale. On a entre les mains, on a tous eu le bled et le bécherel, ou l'un des deux. On nous file le petit Lexis du débutant qui s'appelle le petit Larousse ou le petit Robert. Et puis, allez, roule au vogue, mon pote. Voilà, maintenant, tu sais parler. Et donc, voilà comment on apprend. Sauf que, dans la réalité factuelle, personne ne nous apprend que les mots sont réducteurs. Les mots, par définition, sont géniaux parce qu'on a ce code commun qui nous permet, Nassim, aujourd'hui, de discuter, de te faire partager des réflexions, des idées. Des réflexions, etc. Mon passé, nos expériences, l'idée que je me fais du futur, tu vois. Mais tu te rends bien compte que les mots sont réducteurs. D'abord, on a, sur le plan du vocabulaire et de la grammaire, on a ce qu'on appelle des noms communs. Donc les noms communs, c'est un micro, un verre, une table. C'est commun à nous tous. Mais ce n'est pas parce que c'est commun à nous tous, en termes de code, que nous enfermons derrière ce mot la même chose. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, tu peux avoir des conflits qui se créent, ne serait-ce que sur des incompréhensions de mots, parce que personne n'est conscient que derrière les mots et le langage et la langue, il y a tout ce process. Et il y a un process qu'on retrouve qui est un process incroyable, qui est le process à la fois de notre survie au monde et de la construction de notre ego, qu'on a dans notre ADN, qui est fait de généralisation, d'omission et de corrélation positive, d'accord ? Et qui nous permet de vivre, de nous adapter, justement, comme je te le disais tout à l'heure. On va faire ces liens. Donc, le premier lien dont je te parlais tout à l'heure, c'est le lien de cause à effet entre ce que maman me donne, ma façon, moi, d'être dans la vie, qui crée de l'amour. D'accord ? Ça, c'est une corrélation positive. On va généraliser. Quand, par exemple, un petit garçon apprend à marcher et repère que les adultes ils touchent à une poignée de porte et du coup peuvent sortir et rentrer, ils regardent. Forcément, ouais. Et tout d'un coup, ils font un lien de cause à effet, une corrélation entre je touche la poignée, je touche la porte égale je découvre un espace de jeu nouveau, d'accord ? Et donc ce savoir-faire qu'il fait par corrélation positive, il va le généraliser à toutes les portes, les portes de placard, les portes de voiture, les portes de frigo, les portes de ce que tu veux. Et ce phénomène de généralisation, doué de phénomène de corrélation qui nous permet de faire de la créativité, de nous adapter, va nous permettre de survivre. Et il y a un autre procédé dont je t'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle l'omission. L'omission, c'est quoi ? C'est un truc génial. C'est l'inverse, on le verra tout à l'heure, de la généralisation. Mais ça nous permet, lorsqu'on vit un truc
qu'on ne sait pas vivre sur le plan émotionnel. Un truc lourd, donc ça peut être des trucs légers, mais qui sont lourds pour des tout petits. Un petit gamin qui se fait engueuler, tu vois, et qui se fait toujours engueuler. Une maman qui dit à sa fille « Arrête de chanter !» parce qu'elle est fatiguée de sa journée de boulot, etc. Et la petite fille, elle va créer une espèce de mission. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas gérer émotionnellement ce qu'elle est en train de vivre, mais pour pouvoir survivre, elle met ça de côté dans son inconscient. Pour éviter de le généraliser et que ça devienne invivable. Et du coup, ça lui permet tout d'un coup de continuer de vivre, tu vois. Et donc, ce process est juste génial. Mais quand on commence à parler, notre structuration linguistique va nous amener à utiliser exactement les mêmes phénomènes de généralisation, omission, et non plus corrélation, mais cette fois-ci de distorsion. C'est-à-dire qu'on va mettre en lien des choses qui n'ont parfois aucun lien, ou aucun lien entre elles ou entre eux. D'accord ? Exemple, il y a pas longtemps, j'ai un de mes copains qui me parle de son nouveau boulot, et puis il me dit oh là là, il y a une nana dans mon job, elle n'arrête pas de me critiquer, je crois qu'elle m'aime pas. Et puis il dit ça, mais tu sais, mais vraiment avec le cœur, quoi. Pour lui, c'est une réalité. Elle me critique, donc elle ne m'aime pas. Donc distorsion. Donc tu vois le lien. Ah ouais. Il est en train de faire une belle distorsion, mais sauf que lui, il ne la voit pas. Pour lui, c'est évident. Pour lui, c'est évident. Parce que dans ses expériences passées, il a sans doute eu, je ne sais pas quand, petit, moyen, grand en termes d'âge, des moments où il a enregistré ça comme ça et qu'il en a fait une généralisation. Il a généralisé le fait que quand on critique, ça veut dire que... Et donc, il a fait cette généralisation de cette distorsion de départ. Donc là, quand c'est comme ça, d'abord, la première des choses, c'est peut-être d'apprendre soi-même qu'on fait ça et que notre mental, notre petit vélo, ce que j'appelle dans un de mes bouquins les pensées compulsionnelles, on est atteint depuis des millénaires de cette maladie mentale de la pensée compulsionnelle. Et qu'on peut la comprendre pour soi d'abord et ensuite pour aider éventuellement les autres à se libérer et à avoir du pouvoir, non pas sur les autres, mais sur la vie. Même si c'est compulsionnel, on peut quand même... Mais bien sûr, parce que quand on est en train de dire ce qu'on est en train de dire, tu es peut-être en train de te rendre compte, peut-être que tu ne le savais pas, mais visiblement tu le sais déjà, qu'on est dans ce process complètement dingue. Donc mon copain, alors je m'entends bien avec lui, donc je peux lui dire éventuellement les choses directement, mais il n'est pas capable de les entendre tout de suite. Je peux lui dire « Attends Manu, c'est pas parce qu'elle te critique qu'elle t'aime pas. Ouais, si, tu te rends pas compte. » Voilà. Donc moi, je procède, et c'est ce que j'ai appris moi depuis 38 ans maintenant, 35 ans, 36 ans, je ne sais plus, en pratiquant ce qu'on appelle la maïeutique de Socrate, c'est-à-dire je vais faire de l'accouchement intellectuel. L'accouchement intellectuel, c'est basique, je pose des questions, je repère qu'il y a éventuellement quelque chose qui n'est pas clair dans son raisonnement, dans son process de mentalisation, le mental étant l'outil génial de l'ego pour survivre, d'accord ? Et je le questionne avec un objectif qui est qu'il se recadre lui-même, parce que si je le recadre moi, il ne m'entend pas. Donc l'objectif, c'est qu'il se rende compte de cette distorsion ? Oui, et donc je lui pose des questions. Je lui dis, écoute Manu, en quoi le fait qu'elle te critique veut dire qu'elle ne t'aime pas ? Bah Franck, quand même... la critique, c'est évident, quand même pas sympa, voilà, blablabla, avec toutes ses croyances. Ok. Et je dis, ok, est-ce qu'éventuellement tu connais des gens qui te critiquaient, mais qui t'appréciaient quand même ? Ça t'est déjà arrivé ou pas ? Donc si le mec est un peu honnête avec lui-même, il va dire oui. Congruent, il va dire oui, ça a dû m'arriver, mais enfin c'est quand même rare. Ok, je te repose une autre question. Éventuellement, est-ce que tu connais des gens qui ne te critiquaient pas et qui t'appréciaient pas ? Ah ouais. Et donc là, il se marre. Et donc la dernière question, c'est qu'est-ce que tu en conclus ? Tu en conclus que c'est pas parce qu'on te critique ou qu'on te critique pas qu'on t'apprécie ou qu'on t'apprécie pas. Même chose pour le mec ou la nana qui ne sourit pas. Il me sourit pas, il m'aime pas. Ouais. C'est quoi le lien ? Tu vois ? Donc en quoi le fait qu'elle te sourit pas ? D'accord, ok, question 1. Question 2, est-ce que tu connaissais des gens qui ne te souriaient pas et qui t'aimaient ? Ouais. Et est-ce que tu connaissais des gens qui te souriaient et qui t'aimaient pas ? Bah ouais. Oui. Alors ? Ah ouais, putain, merde. Donc il faudrait se les poser à soi-même, ces questions en fait. Déjà apprendre qu'il y a ce processus. que Puis après, c'est le possible. mieux que tu peux, quand tu peux, te poser à toi-même les questions ou te rendre compte que tu es en train de faire un truc. Tu vois. Moi, dans ma famille, on a toujours eu peur des chats. Et j'ai toujours refusé d'avoir un chat. Aussi parce que moi, j'ai des problèmes aux yeux. Je suis aveugle de l'œil droit de naissance. J'étais malvoyant de l'œil gauche. J'ai eu toute une série de problématiques. Et donc, ma mère m'a toujours dit « faire attention aux chats ». Et puis, en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que ma mère réagit au chat parce que ma grand-mère réagissait au chat comme ça, parce que mon arrière-grand-mère, qui était italienne,
réagissait aussi au chat comme ça. Parce Générationnel. Parce qu'elle s'était faite griffer. Ah oui. On était passé dans du transgénérationnel, non expérimenté uniquement juste par mon arrière-grand-mère qui s'était fait griffer par il gattino, par le chat. Et ça s'est quand même transmis. Il gattino est pericoloso. Le chat est dangereux. Ouais. Voilà. Et donc, dixit à ma grand-mère, qui le dit à ma mère, qui me le dit, et qui le dit moi-même à ma propre fille, Chloé, ma dernière fille, Chloé, nous n'aurons pas de chat. Intéressant. Et donc, je suis en train de généraliser un truc en faisant donc du coup une belle omission, c'est qu'il y a des chats vachement sympas. Ouais. Donc, je mets en place un process mental où je vais généraliser par un objectif de survie. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait dès le départ, c'est cette espèce d'obsession de survie par peur soit d'être agressé entre guillemets physiquement, parce que ça c'est quand même normal qu'on se protège, soit juste par peur de manquer de l'amour et du regard de l'autre. Et on va donc réagir en généralisant, en omettant, puisque l'inverse de la généralisation c'est cette espèce de focalisation et d'omission. J'oublie quand je dis tous les chats mordent, ou tous les chiens mordent, ou tous les chats griffent, que il y a plein de chiens sympas et de chats sympas, tu vois. Et je distors la réalité. Et la distorsion, t'imagines pas le nombre de distorsions qu'on fait. Mais les liens de cause à effet complètement débiles. C'est exactement ce que je pensais. On le fait à longueur de journée, en fait. Et parce que aussi, on est dans un bocal avec des médias qui passent leur temps à faire ça. Des journalistes, des critiques, des analystes politiques, des analystes sportifs, et qui te font des trucs du style, bon alors, derby entre Saint-Étienne et Lyon, alors jusqu'à maintenant, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas les résultats, Lyon a perdu, ou Saint-Étienne a perdu X fois, donc là, compte tenu de ce qui est en train de se passer, il y a quand même de grandes chances pour que Lyon perde. Qu'est-ce que t'en sais, quoi, tu vois ? C'est les pronostics politiques. Voilà. Et puis après, c'est des journalistes ou des animateurs radio ou télé qui ne sont pas conscients de ce qui se passe là et de ce qu'ils font eux-mêmes qui entretient cette espèce de maladie compulsionnelle où tu vas avoir... Il n'y a pas une matinée... Moi, j'écoute plus les médias, je ne lis plus, je n'écoute plus, je ne regarde plus la télé depuis 10 ans. Et je m'en porte vraiment bien, tu vois. Alors, de temps en temps, j'ai l'air con. Genre... tu sais pas ce qui se passe, mais bon, ouais, après... Mais attends, je ne sais pas ce qui se passe, des informations utiles pour moi. Oui, du style, j'ai rendez-vous à Paris, j'arrive à la gare Pardieu... Il y a la grève. Et il y a la grève. Voilà. Là, j'ai l'air très con. Voilà. Mais savoir que Johnny Hallyday est mort ou pas, 6 mois après ou pas, je m'en tape. Oui. C'est pas important, sauf si éventuellement j'aime mon Johnny, que c'était mon musicien préféré. Mais globalement, savoir ce qui se passe en Ukraine, en Israël, en Palestine... ou à Tataouine-les-Bains, c'est pas que je m'en tape parce que je trouve ça tellement infiniment triste. Mais qu'est-ce que je peux faire ? En quoi je suis concerné, tu vois ? Soit je suis un homme politique et puis éventuellement j'y vais et puis je fais quelque chose, mais je suis même pas sûr de pouvoir faire quelque chose parce que concrètement on est dans des contextes justement qui utilisent tout ce qu'on est en train de voir et qui, lorsque tu regardes le spectacle de l'Assemblée nationale, moi je regarde souvent sur YouTube, tu vois, je suis très attiré par la personnalité de Bayrou parce que quelque part, même s'il appartient à quelque chose qui est le monde politique de manière générale, je trouve qu'il fait un petit pas de côté, tu vois. Mais je sais pas s'il y arrivera ou pas, puis je m'en tape, je fais pas de politique de manière générale. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que quand ce type-là tient un discours qui est plutôt pas mal, ou même un Mélenchon, qui lui-même a dans sa manière d'être et de parler profondément en lui, sans doute, je pense, des vraies valeurs humanistes. La façon dont les gens se parlent, et entre autres à l'Assemblée nationale, où tu as quand même normalement, non pas l'élite, parce que pour moi c'est pas l'élite, mais enfin des gens qui seraient censés nous représenter. Putain, mais quand ils se foutent sur la gueule, qui ne s'écoutent pas, mais c'est insupportable. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans ces process-là. Mais alors, pour les médias, tu dis qu'ils ne se rendent pas compte. Mais j'ai toujours pensé que c'était un peu volontaire, moi. Écoute, que d'aborder les choses de manière un peu négative aussi comme ça pouvait permettre... Il y a deux choses. Je pense que de manière naturelle, on est beaucoup plus attiré, on se focalise sur ce qui fait peur parce qu'on a ses besoins de sécurité. Et donc, du coup, de manière générale, les informations sont toujours très négatives. Tu as très peu d'informations positives. Ou alors, tu vas sur des sites spécifiques d'informations positives. Ça existe et c'est plutôt sympa. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que du coup, tu vois, les médias font de la focalisation. Ils font de l'omission. Un jour, j'ai un copain à qui je dis moi, j'écoute pas, là, je suis pas sensible aux informations. Il me dit mais tu te coupes du monde. Mais je lui dis attends, tu te coupes du monde, tu es en train de faire une belle distorsion. En quoi le fait que je suive ou pas les médias veut dire que je me coupe du monde ? C'est quoi le monde pour toi ? On parlait, tu sais, de la définition des mots tout à l'heure.
Le monde, c'est le monde. Mais, donc ça veut dire pour toi que ce qui est décrit dans les médias, c'est le monde. Est-ce que, c'était à l'époque du Covid, on discutait de ça, c'est après l'après-Covid. Moi, j'ai passé un Covid absolument génial. J'étais enfermé dans ma véranda et j'écrivais mon bouquin « La contagion du bonheur ». Et c'était la première fois que j'étais le cul sur ma chaise dans ma véranda à regarder mon jardin pousser. Et c'était topissime, tu vois. En même temps, j'avais ma fille qui accouchait de ses petites jumelles. Et donc, il y avait des événements magnifiques dans mon monde. De vrais moments, quoi. Dans mon monde. C'est pas le vrai, c'est mon monde. C'est juste mon monde. Et donc, du coup, je lui dis, mais écoute, est-ce que dans les médias, ils ont parlé de mes roses qui éclosent, là, magnifiques, ou de la naissance de mes jumelles? Non, on peut pas arrêter. C'est pas ça, les informations. C'est quoi les informations? Les informations, c'est juste des informations qui sont choisies sur des critères que je ne connais pas. Et ces informations, quand tu as sur n'importe quelle radio le mec qui dit « Alors, à la une de l'information ce matin », tu crois quoi? Que les informations avec leurs petites jambes, toutes seules, elles montent en haut de la une comme ça « Oh, coucou, je suis à la une ». Non. Et c'est moi le plus important. Voilà. Mais voilà, et c'est quoi le plus important pour qui? Pourquoi? Donc chacun en fonction de ses critères. Donc moi, ce dont je me rends compte, c'est que les médias qui sont juste géniaux pourraient jouer un rôle indispensable en matière d'information utile, tu vois, mais surtout pourraient jouer un rôle extraordinaire en matière de formation. Voilà. Or, aujourd'hui, on a tout sauf ça. On a des journalistes, des animateurs qui essaient de faire leur métier du mieux qu'ils peuvent, vraiment, qui sont les 3/4 du temps pas conscients de ce qui est en train de se passer et qui, par contre, vont relayer ce phénomène de mentalisation, je ne parle pas de la mentale, du mental, tu vois, du raisonnement faux, sans s'en rendre compte. Donc, tu vas avoir une journaliste qui va dire « Macron pense que… » Moi, quand je suis comme ça, de temps en temps, j'écoute, tu vois, un truc de loin, ou un podcast ou une émission YouTube. Je dis « Mais comment tu sais ce que Macron pense, quoi ? C'est quoi, comment tu fais ta divination, là ? Marine Le Pen veut… comment on dit le truc là sur lequel ils parlent tous, là, ils attendent tous. C'est pas la critique, c'est le… Ah merde. C'est sur le plan politique à l'Assemblée, c'est la… Ah non, je vois pas. c'est la censure. Ah, la censure, oui. Marine Le Pen veut censurer absolument pour faire tomber le gouvernement de telle façon qu'on provoque des élections présidentielles avant son procès, je sais pas quoi de mes deux. Voilà. Mais putain, mais qu'est-ce que t'en sais? Ah bah attends, analyse politique, moi je connais bien tout. Hein. Attends, ça fait 40 ans que je fais de l'analyse politique. Ok, il t'est jamais arrivé de te planter? Ben rarement. Mais rarement, ça veut dire il t'est jamais arrivé de te planter? Si. Alors, c'est quoi? C'est quoi le problème, tu vois? Donc, et comme on est là et qu'on prend tout ça et qu'on gobe tout ça sans se rendre compte de la structuration de ce côté mental, eh ben on rentre là-dedans sans se rendre compte. C'est ce que j'allais dire. Tu penses que les auditeurs du coup de ces émissions ou les spectateurs de ces émissions, étant donné qu'ils y sont confrontés régulièrement, très très souvent, ils ne peuvent pas sortir de ce schéma-là qui en réalité n'est pas forcément bon. Ils ont du mal, alors ils font ça en fonction de leurs opinions. Et quand je dis ils, je m'inclus aussi d'une certaine mesure dedans. Parce on fait ça en fonction de ses opinions. Donc le mec qui donne une information positive sur un mec dont tu as une bonne opinion, tu dis ah ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Et on ne se rend pas compte. C'est un biais. On se rend pas compte. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça plutôt bien. Mais il faut juste qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et puis, si ça nous fait chier, on fait comme je fais moi. Moi, ça m'emmerde, je coupe. Moi, j'arrête parce que j'y trouve pas de plaisir. Par contre, de temps en temps, je vais aller choisir mon info pour essayer de non pas d'être informé. Tu sais, il y a une blague de comment il s'appelle le mec qui fait les dessins, le chat. Il est en train de lire un journal et puis il tourne vers son copain. Il t'a vu tel truc dans le journal, et en fait c'est pas la réalité, c'est juste ce qui est dans le journal que tu es en train de me raconter. C'est pas ça la réalité factuelle. Et il y a autant de réalités factuelles que d'individus sur Terre, tu vois. Et alors après, ce qui est incroyable, ça fait partie des choses qu'on construit inconsciemment, c'est que on ne vit et on ne voit plus que ce que l'on croit de la vie, tu vois. Et on ne vit et on ne croit. Tu te souviens de Saint Thomas? Saint Thomas, tu sais, c'est un des apôtres. Et qui n'était pas là le jour où notre pote Jésus était ressuscité. Et puis donc tous les autres, ils l'ont vu, et puis ils lui disent « T'étais pas là, mais notre pote Jésus il était ressuscité. » Ah non, moi je ne crois que ce que je vois. Voilà, ça c'était Saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Et bien Saint Thomas, il a un cousin germain qui s'appelle Saint Mathos. Cherche pas, c'est de la connerie, c'est pas vrai. Et Saint Mathos, c'est juste une invention de ma part, entre guillemets, tu vois, pour me marrer, pour dire en fait, Saint Mathos, lui, il ne voit que ce qu'il croit.
D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu crois quelque chose sur quelqu'un ou sur un contexte, tu ne vois plus que ça. Quand tu vois et quand tu crois de quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne vois chez lui, y compris dans ses sourires ou dans ses cadeaux ou dans ses attentions, que des pièges. Tu vois le truc ? Ah, je vois très bien, ouais. La gentillesse, avec soi-même, c'est déjà de comprendre tout ça. La gentillesse, quand je dis qu'elle commence par soi-même, elle commence d'abord par le fait de se dépouiller, de comprendre ce millefeuille qu'on a construit depuis qu'on est tout petit. Et de comprendre que on est qui l'on est parce qu'on a été forgé par le regard multiple des gens qui sont en face de nous. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas. Je te dis, moi, je suis né malvoyant. J'ai eu des problèmes d'opération. Je me suis opéré des intestins, du genou, des machins quand j'étais tout petit, tu vois, une hernie inguinale, je sais pas quoi. Je me suis enfilé une écharpe de 10 cm dans le genou. Et puis donc j'ai été choyé. Et moi, dans ma fratrie, je suis le petit garçon choyé et j'ai une grande sœur qui, elle, a sans doute peut-être souffert du fait d'être la grande sœur dont on demandait en permanence de s'occuper de son petit frère, infirme, entre guillemets, tu vois, qu'il était pas du tout, d'ailleurs, j'étais tout sauf infirme, hein, je peux te garantir, et qui, du coup, tu vois, s'est construit sans doute différemment, en fonction du regard qu'elle-même envoyait chez les autres, qui lui renvoyaient de manière différente, tu vois. Ma fille aînée, Amandine, a des jumelles, 2 petites jumelles, monozygotes. Elles ont 5 ans. Mais, 4 ans et demi, bientôt avoir 5 ans, et c'est incroyable comme des monozygotes, c'est 2 gamines qui chromosomiquement sont les mêmes, sont totalement déjà différentes à l'âge de 4 ans et demi. Alors que tu peux te dire, pourtant c'est les mêmes, je les ai dues. Mais non, elles sont elles-mêmes individuellement en relation avec le monde qui les entoure de manière différente. Et elles se construisent donc différemment. Tu vois ? C'est très... Enfin, voilà, il y a plein de choses, hein, tu vois. Mais c'est intéressant tout ça. Et tu sais que j'avais cette discussion avec mon grand frère. Ouais. On parlait de notre enfance à tous les deux et à quel point on avait vécu des choses différentes alors qu'on a vécu dans la même famille, potentiellement les mêmes expériences, qu'on a dormi dans la même chambre en tant que frère pendant une quinzaine d'années et qu'au final, on avait une vision de la vie différente. On a une vision de la vie différente, complètement. Et là aussi, ça fait partie des choses, tu vois, sur le côté optimisme et positif des choses, c'est que on est confronté tous les jours à la vie. Et quand je dis qu'on est confronté à la vie nous réserve et nous dépose devant nos portes tous les matins des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Et quand je parle de cette notion d'optimisme, parce que j'écris aussi un bouquin sur l'optimisme et le côté positif des choses, c'est pas d'être totalement optimiste et positif surtout. On sait bien qu'il y a de la merde partout, mais pas que partout quand même. Il y a aussi plein d'autres choses merveilleuses. C'est juste que je suis bien obligé d'accepter de manière inconditionnelle ce que la vie me réserve. Tu vois, la vie est une matière première. Qu'on reçoit. D'ailleurs, nous sommes, je suis, le verbe « je suis » sans attribut derrière, est quelque chose qui ne m'appartient pas. Le fait d'être, au sens d'exister, alors quand je dis exister, c'est déjà autre chose. Exister, c'est déjà aux yeux et au regard de l'autre. L'existence, c'est être posé ici face au regard de l'autre qui me renvoie de moi un feedback de moi-même. Donc tu vois la relation de cause à effet entre moi et l'autre. Mais la vie qui s'écoule en moi est quelque chose qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas la main dessus. C'est un truc qui est complètement dingue. C'est un miracle extraordinaire d'être en vie. D'accord ? Donc, je suis... C'est déjà la première des choses, c'est être qui l'on est en vie, comme une plante est, comme un animal est, sans l'ego que l'on construit et qui va nous donner, ego autant sur le plan latin et étymologie, c'est la personne. Donc on construit cette personne et donc cette personnalité avec notre biographie, etc. etc. Donc il y a bien en nous, si j'ose dire, 2 « je suis ». Il y a le « je suis » simplement, la vie s'écoule en moi. Et c'est un truc extraordinaire, c'est un miracle. Et puis, il y a « je suis » avec tous les attributs qu'on se met derrière, les adjectifs. Je suis, et puis déjà, ma nominalisation, Franck, tu vois. Je suis conférencier, auteur, machin, je sais pas quoi. Je suis un sportif de haut niveau raté parce que j'aime le sport, je sais pas quoi. Tu vois, mais au départ, cette vie, elle nous réserve déjà, elle nous donne ce miracle. Et ensuite, tous les jours,
elle nous pose devant notre porte des trucs sur lesquels on n'a pas le choix. Et nous, parce que personne là aussi nous a appris à raisonner, eh ben on passe notre temps à la juger comme bonne ou mauvaise. Mais la vie, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Et en revanche, notre mental fait que nous la jugeons bonne ou mauvaise. Or, et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris, tu vois, je me suis dit, mais bon Dieu, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça? La notion de libre arbitre dont on parle. On croit que le libre arbitre, c'est le fait de pouvoir choisir entre la droite et la gauche, le chemin qui descend et celui qui monte, le bleu et le rouge pour repeindre ta pièce ou je sais pas quoi. C'est pas ça le libre arbitre. Ça, c'est le choix. C'est la notion de choix. Et puis, c'est sympa d'avoir le choix de faire un certain nombre de choses. Le libre arbitre, c'est notre capacité à dire oui à la vie, quel que soit ce qu'elle nous réserve, et à l'accepter de manière inconditionnelle. Donc, j'ai le choix de dire oui ou non à ce que me réserve la vie. Et si je dis non, qu'est-ce qui se passe? Ça ne change rien. La seule chose que ça a changé, c'est que tu vas te faire chier. Tu comprends? Je comprends. C'est juste ça. Et quand tu comprends ça, tu t'aperçois d'une chose, c'est que nous sommes tous sur cette petite terre des alchimistes. Notre job, si j'ose dire, c'est même pas notre job, c'est même pas une mission, c'est la fatalité, et c'est le fait de pouvoir faire ça du mieux qu'on peut, c'est de voir comment je peux transformer ce que la vie me réserve et que je pourrais juger comme mauvais dans quelque chose de formidable. Du mieux que je peux. Du mieux que je peux. Donc c'est d'abord, je n'ai pas le choix, je l'accepte de manière inconditionnelle. Ça ne veut pas dire que je me résigne. Tu vois, ouais. Je suis dans les embouteillages, je ne me résigne pas à être dans les embouteillages. Je peux essayer de trouver la moindre possibilité de sortie pour pouvoir m'extirper de l'embouteillage. Mais taper sur mon volant, klaxonner, insulter les mecs, hey, connard, avance, enfoiré, machin. Ok, ça te fait peut-être du bien de le faire, mais ça ne change rien à la situation. Tu vois. Et donc, c'est soit j'accepte, et puis à ce moment-là, voilà, j'accepte, et puis j'essaye de voir ce que je peux en faire. Je passe des coups de fil, j'écoute un podcast de Nassim. Tu vois, soit je ne l'accepte pas, mais je serai obligé de l'accepter quoi qu'il arrive. Simplement, ce que ça change, c'est que je le vivrai mal. Et c'est pour ça qu'il vaut, dans ces cas de figure-là, il vaut mieux toujours choisir l'optimisme, en fin de compte. Ouais, c'est pas qu'il faut choisir l'optimisme, c'est qu'il faut juste être conscient de ce qui se passe. Après, tu choisis ce que tu peux. La seule chose qui est sûre, c'est que quel que soit ton choix, tu auras toujours, en fonction de ce choix, les capacités à le gérer et à le vivre. Voilà. Et ça aussi, c'est un truc chouette. C'est quand tu comprends ça, tu sais pas si tu prends le chemin de droite ou de gauche, tu essaies de faire du mieux que tu peux en fonction des éléments que tu as pour choisir. Et puis tu choisis à gauche, et puis ah putain, t'as pris la voie de gauche sur l'autoroute, ah elle est bouchée. Ah putain, je suis con, j'aurais dû rester à droite. Ok, mais en moment, je suis con d'abord, pas forcément. Et puis, c'est juste un feedback sur toi, et c'est juste une manière de dire, au moment où j'ai choisi avec les meilleurs éléments qui étaient les miens pour choisir à ce moment-là. C'était pas forcément le meilleur choix, mais bon. C'est pas que c'est pas le. C'est le meilleur choix. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur choix au moment où tu le fais. Tu peux le regretter 2 minutes ou 2 heures ou 2 jours après, mais au moment où tu le fais, c'est le meilleur choix. Et donc, du coup, ça fait partie des choses sur le plan positif et optimisme. Il n'y a pas d'échec, il y a juste du feedback. Il y a juste du retour d'information sur ce que tu es en train de faire. Et là aussi, c'est un truc génial. On est tous doués de ça depuis qu'on est arrivé au monde. On a tous en nous, de manière profonde, une loi qui a été mise en exergue. Je fais souvent référence à l'école de Palo Alto, parce que moi, c'est ma source, par un mec qui s'appelle William Ross Ashby, qui était un roi de la cybernétique, de la systémique, et qui parle de la loi de la variété requise. Donc la loi de la variété requise, c'est un truc tout con, mais c'est génial. C'est ce qu'on appelle la loi du feedback. Dans un contexte donné, tu fais quelque chose, et ce que tu fais amène un résultat. Si le résultat te va, tu continues. Voire même t'en rajoutes, puisqu'on sait que plus de la même chose entraîne plus du même résultat. Mais si jamais en faisant ce que tu fais, tu t'aperçois que le résultat que tu obtiens est merdique, sauf si tu aimes la merde, tu changes. Tu changes, bien sûr. La variété est donc requise. D'accord ? Donc c'est un truc juste génial. Ça veut juste dire quoi ? Ça veut dire que l'obsession qu'on peut avoir, c'est de faire ce qu'on peut de la vie, de ce qu'elle nous offre, et de voir en permanence comment ce que je fais m'amène à obtenir ce que je veux ou pas. Et avec souplesse, flexibilité comportementale et flexibilité relationnelle, je vais pouvoir changer les choses. Tu vois ? Donc quand ça touche au physique, la loi de la variété requise, on la connaît par cœur.
le môme qui voit le feu puis qui met son doigt dedans, loi de la variété requise. Il ne va pas recommencer. Il ne recommence pas, tu vois, oh là là, fini, d'accord? Mais quand on touche à la relation, la loi de la variété requise, on est incapable de l'avoir parce qu'on n'est plus du tout centré sur l'autre avec notre pourtant acuité sensorielle incroyable que l'on avait quand on était tout petit, où on est capable de repérer des choses incroyables. Là, on est tellement centré sur soi-même qu'on en oublie la relation à l'autre. Ce qui est un comble dans une relation. C'est complètement dingue, puisque la relation, c'est précisément la relation avec l'autre et pas la relation avec soi. On n'est pas fait pour nous, on est fait pour l'autre. On n'est pas fait pour se regarder dans le miroir. On se voit beaucoup moins par jour que les autres ne nous voient. Ouais. Tu vois, c'est un truc c'est un truc dingue, quoi. Et là, du coup, la loi de la variété requise, c'est lorsque j'ai un objectif qui consiste à bien fonctionner avec un tel en face de moi dans le cadre de mon boulot, ou de mon équipe de sport, ou de n'importe quel contexte, ou de ma femme ou de mon mec, et que je communique de cette manière et que ça provoque chez lui un truc qui ne me va pas, où j'atteins pas mon objectif. Pourquoi recommencer? Surtout, j'essaie de ne pas recommencer. Ouais. Tu vois? Donc je change quelque chose. Ouais. Mais je ne change quelque chose que si je suis conscient du fait qu'il y a entre moi et l'autre un lien et qui n'est pas forcément, dans ce que me renvoie l'autre, quelque chose qui est une attaque de ma personne. Mm-hmm. Or, quand l'autre me dit « Ah là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis, Nassim », tu vois, si je te dis ça, le désaccord, simplement le désaccord, pas forcément dit sur un ton agressif, le désaccord devient agressif. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prends ça dans mon bide comme si c'était une attaque physique personnelle. C'est-à-dire que j'entends, quand l'autre me dit « Là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi », j'entends « Il veut me supprimer ». Il ne me reconnaît pas comme j'aimerais qu'il me reconnaisse. Or, je ne sais même pas si on s'est compris, à cause des problèmes de mots dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, le mec, je lui parle je sais pas, de rapidité, comme je disais tout à l'heure, ou de je sais pas quoi, et il me dit « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi ». Alors moi qui suis très musicien, je suis musicien dans l'âme et puis je suis musicien vraiment, la première chose que je lui dis, c'est accordons-nous. 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 L'autre, en général, il fait accordons-nous. Ça, tu sais, si tu as deux guitaristes qui veulent jouer ensemble, d'abord, il faut qu'il y ait la volonté de jouer ensemble, donc de jouer la même partition. Et puis pour s'accorder, on fait comment? Il y a un cadre, une règle du jeu, donc des partitions, mais aussi un La, qui est la base de l'accordage. Et puis ensuite, il y a le fait qu'on s'écoute. Je joue sur ma guitare le Mi, le La, le Ré, le Sol, le Si, le Mi, puis tu le joues, puis on s'accorde, et puis après, on joue ensemble. Tu vois? Sinon, c'est le bordel. Sinon, on ne peut pas jouer ensemble. Sinon, c'est la cacophonie. Sinon, c'est le conflit. Et donc, du coup, derrière ces conflits, et on parle toujours d'amour et de gentillesse, parce que notre propos aujourd'hui, Nassim, c'est l'amour. C'est bien ça, ouais. Avec un grand A. On se rend compte que derrière tout ce qu'on vient de dire là, il y a encore deux trucs. On parlait tout à l'heure de la communauté linguistique qui fait qu'on croit que parce qu'on a le code commun, on se comprend, mais c'est pas vrai. Il y a un nombre de réunions où tu parles avec un mec et le mec il te dit « Putain, mais je parle chinois ou quoi ?» Tu vois, non, tu parles français, mais c'est pas parce que on parle tous les deux français qu'on se comprend. Et il y a une autre communauté qui est notre communauté neurologique et biologique. On est globalement tous foutus pareil, à quelques différences près. Homme-femme, taille, longueur des cheveux, corpulence, toi, on voit que tu fais du sport de haut niveau, mais globalement, on est tous foutus pareil. On a tous deux oreilles, un pif, de la bouche, machin, des dents, etc. On a tous une même manière de digérer. On a un métabolisme qui est globalement plus ou moins sensiblement même. Pareil, oui. On a un cœur qui bat, on respire de la même façon. Quand on se coupe, on a un système qui nous permet une physiologie similaire, etc. Et donc, on a aussi 5 sens en commun, tu sais, notre sens visuel, auditif, le ressenti, alors, le toucher, le chaud, le froid, mais aussi ce qu'on appelle le proprioceptif, le ressenti. Le truc où tu es dans une soirée, tu arrives en retard à la bourre, tu arrives, tu observes, et là, tu as l'énergie, tu ressens. Ça, c'est le kinesthésique, le proprioceptif. L'olfactif et le gustatif. Et donc, on considère que parce qu'on est tous équipés de la même manière, on voit, on entend, on ressent les mêmes choses, ce qui est totalement faux. Il y a des tas de trucs en commun, mais il y a plein de choses qui fonctionnent de manière différente. Au-delà du fait que, oui, on sait que certains sont plus visuels, plus auditifs, là, ça c'est le b.a.-ba de la PNL à la noix, dans la réalité factuelle, c'est que, je ne vois pas tout, je ne retiens pas tout d'un contexte sur le plan sensoriel. Il y a plein de choses qui m'échappent. Et surtout, c'est un matos. C'est que je ne vois et je ne me focalise que ce sur quoi je crois. Le jour où Margot, ta petite assistante, est enceinte, le jour où elle apprendra qu'elle est enceinte, le lendemain, dans la rue, elle ne va voir que les femmes enceintes. Tu vois ?
Le jour où tu veux, je dis n'importe quoi, t'acheter une belle bagnole de sport bleue, et ben cette bagnole-là, tout d'un coup, quand tu as l'idée, tu ne fais que la voir dans la rue, tu vois. Et donc, du coup, cette communauté biologique et neurologique qui nous fait croire que parce qu'on est équipé de la même manière en matière de haute technologie médicale, on vit les mêmes choses, mais c'est totalement faux. L'expérience de la vie est individuelle. J'ai le regret de vous dire à tous les trois, parce qu'on est trois dans cette pièce, que nous ne vivons pas dans le même monde. Et est-ce que tu penses qu'on transpose notre expérience de la vie aux autres en pensant que tout le monde a la même expérience que la nôtre? Oui, alors pas toujours, mais très souvent. Il y a quatre causes essentielles au conflit, et notamment à ce manque de gentillesse et d'altruisme. La première, c'est je ne connais pas l'autre. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne sais pas quelle est sa vie. Je ne sais pas quelle est son histoire. Je ne sais pas quelle est son actualité. Je ne sais pas quelle est quelles sont ses croyances, ses critères, ses valeurs. Je ne connais rien de lui, ou parfois, je crois le connaître. Je crois le connaître. C'est souvent ça dans les entreprises, dans les équipes. Ça, c'est le premier cas de conflit. Et donc, du coup, j'impose à l'autre des trucs en disant « Oui, je le connais, sauf que tu te plantes ». Le deuxième cas, c'est que je pense que l'autre, avec son actualité, son histoire, ses critères, ses valeurs, etc., ses croyances, blablabla, il fonctionne comme moi. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Évidemment. Le troisième cas de figure, c'est que je pense que l'autre, avec tout ce que je viens de dire là, ses critères, ses valeurs, son actualité, son histoire, il fonctionne comme tout le monde. Généralisation. Et quatrième cas de figure, qui est le pire de tous, c'est que l'autre, parfois, dans son histoire, dans ses critères, dans ses valeurs, dans son actualité, sa manière d'être, de vivre, est tellement différent de moi et me renvoie de moi des choses tellement terribles que je le raye du monde. Racisme, ostracisme. Tu vois le truc ? C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et là aussi, c'est pareil. C'est du coup, cette espèce de ces deux communautés dont je te parle, communauté linguistique qui nous fait croire qu'on se comprend et communauté neurologique, biologique qui nous fait croire qu'on vit dans le même monde, amènent des conflits incroyables. L'expérimentation est individuelle. Donc, il n'y a pas l'un de nous trois ici qui, ce soir, va rentrer chez soi en disant la même chose que les autres. Et toutes les représentations sont bonnes. Il y a juste, et c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans la préparation mentale des sportifs de haut niveau, qu'il y a deux types de choses. Il y a la réalité factuelle qu'on pourrait filmer avec une caméra Positon qui filmerait 360 sur 365 les jours, des micros partout et qui prendrait tout. Mais ça n'existe pas, d'accord ? Et puis derrière, tu as l'idée que tu te fais de ça, d'accord ? Donc tu as le monde, comme dit Carl Rogers dans l'école de Palo Alto, et tu as ce qu'on appelle la cartographie du monde. C'est ma façon dont moi je vis les choses, mais ces choses ayant été filtrées par mon système biologique et neurologique, mon histoire, avec ces millefeuilles dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce que l'on m'a transmis de manière transgénérationnelle et parfois par injonction, d'accord ? Mes parents, mes grands-parents, il faut dire bonjour, il faut être poli, il faut faire sa prière, il faut faire ci, il faut faire ça, d'accord ? Et donc qui sont, parce que je suis petit, globalement jusqu'à l'âge de 14 ans, où je vais commencer à remettre en cause tout ce qui me fait chier de la part de mes parents et des adultes, je prends tout ça comme étant de la réalité factuelle, comme si je l'avais expérimenté. Alors que c'est pas le cas. Tu vois ? Je fais de l'isomorphisme, c'est-à-dire je fais du rapprochement entre ce que l'on me raconte et ce que je pense que j'expérimente. Comme les contes, tu sais, les contes pour enfants, c'est de l'isomorphisme. Et donc de tout ça, je m'en fais une représentation. Et cette représentation, eh bien, elle est parfois ultra sécurisante, et c'est ce que je recherche, la sécurité dont je te parlais depuis qu'on est arrivé au monde, cette stabilité mentale qui va m'amener à faire ce que j'appelle moi des GOD, généralisation, omission, distorsion, de la pensée unique. Quand il se passe ça, ça veut dire que il me dit pas bonjour, c'est un connard, elle me sourit pas, elle m'aime pas. De la pensée binaire, soit elle m'aime, soit elle m'a pas vu. Tu vois, mais c'est très limitant, même si c'est un peu plus riche. Et donc, dans ce cas-là, je rentre dans des trucs complètement dingues, tu vois. Pour reparler de philo, quand j'étais en terminale, Dieu sait, je n'aimais pas la philo, mais il y avait une prof qui était géniale, qui s'appelait Madame Aubert, au lycée Saint-Just. Si elle m'entend, je l'embrasse, mais je ne sais pas si elle est encore de ce monde. Et elle nous parlait des syllogismes de Socrate. Et elle nous disait... alors, le syllogisme, tu sais, c'est une construction... qui passe par ce qu'on appelle des prémices. Il y a toujours ce qu'on appelle une prémisse primaire, une prémisse secondaire et une conclusion. Et donc, elle nous disait, tous les humains sont mortels, prémisse primaire, Socrate est humain,
qui est vrai, prémisse secondaire. Donc Socrate est mortel. Socrate est mortel. Eh bien, le cerveau est capable de faire des syllogismes faux, du style « Mon chien a la truffe et le nez froid, j'ai le nez froid, donc je suis un chien. » Je suis un chien. Tu vois le truc? Alors tu te marres. Mais c'est ce qu'on fait quand on fait des distorsions au quotidien. Et donc cette manière de voir le monde qui nous sécurise, mais qui nous limite dans nos actions, est terrible. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on a cette notion de sécurisation. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut faire un pas de côté, un switch. Et c'est possible pour tout le monde. Et voir comment on peut se donner de la liberté, donc du pouvoir, non pas sur les autres, mais sur soi, pour vivre la vie de manière totalement différente. Et de se dire, OK, une interprétation, je suis un robot. J'appuie sur un truc, ça déclenche ça. Elle ne me sourit pas, ça déclenche mon agressivité. Tu vois, robot, j'ai pas le choix. Et j'ai l'impression, c'est sécurisant, mais putain, c'est tellement con, quoi. C'est tellement con. Bah, c'est pas humain, ouais. Voilà. 2 binaires. C'est 2 possibilités. C'est un peu plus riche déjà. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Parce que le binaire, ça me fait des œufs brouillés dans la tête. Mon prof me disait scramble eggs, les œufs brouillés, tu vois. Non, s'il ne me dit pas bonjour, c'est soit qu'il m'a pas vu, soit qu'il m'aime. Ouais, ah putain, je sais pas trop quoi choisir. La véritable liberté et le pouvoir sur soi devient quand on a au minimum 3 informations différentes, 3 explications différentes possibles de ce qui est en train de se passer. Je suis place Bellecour. J'ai un pote qui me passe devant et ne me dit pas bonjour. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit, la moindre des politesses quand on voit quelqu'un qu'on connaît, c'est de dire bonjour. Donc, il ne m'a pas dit bonjour, c'est un malpoli. Pensée unique. Pensée binaire. C'est un malpoli, mais il ne m'a peut-être pas vu. Ouais, putain, mais ouais, moi j'ai plein de copains qui me disent c'est un gros malpoli. Ouais, mais enfin, peut-être qu'il ne m'a pas vu. Tu vois le truc. Okay. 3e possibilité, peut-être que c'est un gros malpoli, peut-être qu'il ne m'a pas vu, mais peut-être quoi d'autre? Peut-être qu'il est à la bourre. Peut-être que je me suis gouré, c'est pas lui. Peut-être qu'il n'était pas d'humeur, qu'il a vécu quelque chose de pas très drôle. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher, qu'il était... Voilà. Et donc, du coup, dans toutes les solutions qu'on vient de se dire là, il y a une solution qui est la bonne. Laquelle, d'après toi? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Comment je peux savoir? En lui demandant. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrête mon process mental et je reste sur du factuel. Je vais dans l'action. 0 interprétation, je vais dans l'action. Pas de supposition, mais je préfère avoir... Et je me rends compte donc, du coup, que je vais vivre la vie que je crois. Tu piges? Ok. Tu piges? Je pige. On vit tous la vie qu'on croit. Donc, moi, j'ai des copains que j'adore, c'est un de mes amis d'enfance qui sont partis vivre en Australie parce qu'ils considéraient que la vie en France était pourrie. Et dans leur expérience, je te jure qu'elle était vraiment pourrie, au-delà du fait qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'il avait un super boulot, etc. Il s'est fait cambrioler 6 fois, agresser, machin, etc. Et donc, ils se sont barrés, ils n'en pouvaient plus. Et lui, il croit de la France ce qu'il voit, tu vois. Enfin, il voit de la France ce qu'il croit, même plus exactement. Et donc, c'est un process qui est juste interne. Et quand on travaille avec les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. J'ai eu la chance, moi, de bosser avec Raymond Domenech, avec Aimé Jacquet, dans le cadre du DEPF, le diplôme d'entraîneur professionnel du football à Clairefontaine. Et on bossait à l'époque avec feu Bruno Martini, qui est décédé maintenant, dans l'entraînement des Gaules. Et on bossait justement sur la représentation du tir au but. On sait que le tir au but, c'est techniquement parlant le geste le plus simple sur le plan du football. Tu n'as personne pour te faire chier autour, tu as la distance avec le goal qui est tout seul dans ses grandes cages et tu tapes comme tu veux. Pas quand, mais comme tu veux. Enfin, quand, dans une limite de temps. Et du coup, imagine un contexte dans lequel tu es en phase de compète, où tu as de coupe, où tu as joué les temps réglementaires, tu as joué les prolongations, tu es toujours à égalité parfaite, puis on tu se as retrouve au tir au but. De chaque côté, tir au but, et puis tu arrives, tu as 10 joueurs qui ont joué de chaque côté, et on est toujours à égalité parfaite, et tu en as un de chaque côté. Et là, tu en as un qui peut se dire à ce moment-là, putain, celui-là, si je le rate, j'ai le poids du monde sur les épaules. Et dans le même contexte, tu as l'autre qui peut se dire, putain, j'ai le but de la qualification au bout du pied. Voilà. Et chacun va vivre l'expérience, non pas en fonction de la réalité parfaite et factuelle qui est un tir au but dans tel contexte qui est le même pour les deux, mais en fonction de l'idée qui s'en fait. Je ne peux pas changer la réalité du monde. Je ne peux pas, faire autrement que d'accepter de manière inconditionnelle ce que la vie me réserve. J'ai la faculté de pouvoir changer l'idée que je m'en fais. Et ça, c'est la véritable liberté.
Et tu penses que changer l'idée qu'on s'en fait, on a tout intérêt à visualiser ce qui pourrait se passer de mieux plutôt que ce qui pourrait se passer de pire. Pas forcément visualiser ce qui paraît de mieux, parce que ça serait même pas forcément factuel. C'est juste accepter des choses en se disant, bah, écoute, je sais pas comment elles vont être, mais quoi qu'il en soit, j'aurai la capacité à gérer. C'est juste ça. C'est ça l'optimisme. C'est pas voir le verre à moitié plein et le pessimisme à moitié vide, même si quelque part c'est un peu ça. L'optimiste, c'est le mec ultra factuel qui dit bah, le verre, il est à moitié vide et à moitié plein, et je le bois en fonction de ce que j'ai envie d'en faire. Et quel que soit mon choix, et c'est ça mon libre arbitre, je fais ce que je veux. Tu vois ? Et je le vis de manière présente. Et tout à l'heure, je te parlais de la loi de la variété requise. Ça nécessite un truc qui est complètement dingue aussi, qui est la notion de présence à soi et de présence à l'autre. Alors, on parle beaucoup de conscience, tu sais, on parle de la méditation de pleine conscience, etc., de pleine présence même, moi je préfère. Moi je dis simplement, on n'est pas obligé de méditer pour être présent. C'est bien parce que c'est une école formidable pour apprendre justement à être présent, et notamment pour apprendre non pas à gérer ses pensées, parce que les pensées c'est comme le métabolisme, j'ai pas la main dessus, elles arrivent, c'est comme ça. On a juste la possibilité de voir comment on peut les laisser glisser, tu vois, on peut ne pas être attaché à cette mentalisation qui nous réveille à 3 du mat', alors que tu es tranquille dans ta couette, que tu as ton toit, que tu es en toute sécurité, que tu es là en train de te dire putain, comment je vais finir ma fin du mois avec la montée de angoisse, d'anxiété, ton acidité stomacale, tu vois, qui te fait monter de la même manière que tes hormones de cortisol, d'adrénaline et d'endorphine te feraient éviter un camion à un carrefour. Tu mets en place le même process, tu vois. Donc le fait d'être présent, et notamment de pouvoir, dans la relation à l'autre, parce que c'est ça qui m'obsède, c'est la relation aux autres et à soi du coup, être présent à ce que je fais entraîne-t-il ou pas un résultat qui me va ou pas dans le cadre de mon objectif. Eh bien, si tu n'es juste pas présent et que tu es centré sur ton nombril, sur ton ego, sur la façon dont tu écoutes l'autre, mais pas pour le comprendre, mais pour lui répondre, putain, mais ça change tout. On n'écoute pas pour répondre, on écoute pour comprendre. Et l'écoute inconditionnelle, là aussi, c'est un truc de dingue qui parle qui explique les conflits. C'est quand je dis ce qui nous rend profondément malheureux dans la vie, c'est notre incapacité à accepter de manière inconditionnelle ce que la vie nous réserve. D'accord ? Même si ça nous rend triste, même si je perds quelqu'un de proche, même si je me défonce un genou en faisant du sport ou je sais pas quoi, je suis bien obligé de le faire. Et puis, il y a un autre point qui est quasiment le même, mais pas tout à fait, puisque ça touche à la relation, c'est notre incapacité à accepter de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. Putain, t'es obligé. T'es obligé d'accepter le point de vue de l'autre. Mais ne pas l'accepter, c'est refuser d'éventuellement te laisser transformer par l'autre. Tu vois ? Quand Édouard Philippe, dans l'épisode des Gilets jaunes, j'ai été marqué par ça, dit aux informations qu'il va les rencontrer, mais que de toute façon, il ne changera rien à sa stratégie, le mec, il est déjà d'entrée de jeu en train de dire « je vais les écouter, mais je ne me laisserai pas transformer ». C'est-à-dire, globalement, j'en ai rien à branler. Ouais. C'est foutu d'entrée. Donc, quand quelqu'un est en face de moi et dit quelque chose par rapport à ce que je fais, et que mon premier réflexe, qui est normal, parce que éventuellement, qui va à l'encontre de ce que je vis moi-même et de ce que j'attends que l'autre reconnaisse de moi, fait monter en moi une émotion, un sentiment difficile, mon premier réflexe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est j'élimine la cause. C'est-à-dire, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Et donc, je le raye. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je le raye à minima ? C'est non, mais alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu vois, et on rentre dans un système conflictuel qui fait que je n'entends pas. Tu vois, ça ne marche pas. Un jour, j'ai un couple de copains qui vient me voir et qui avait des problèmes avec leur fils qui a 16 ans et qui est ultra révolté et qui passe son temps à dire à ses parents qu'il ne l'écoute pas. Et puis donc, on discute là tous les quatre et puis sa mère elle dit bah, « Bien sûr que si, je t'écoute !» Je lui dis « Attends, stop, arrête, tu es juste en train de ne pas l'écouter. » Mais si, je l'écoute. Je lui dis « Non !» Tu ne l'écoutes pas, puisque il est en train de te dire que tu ne l'écoutes pas, et toi, tu lui dis « Si, je t'écoute ». L'écouter, ça serait déjà essayer de comprendre ce que veut dire pour lui être écouté. Est-ce que tu lui as déjà posé la question ? Non, mais je sais bien ce que ça veut dire être écouté. Non. Toi, dans ton expérience, tu sais ce que ça veut dire, mais est-ce que pour lui, tu sais ce que ça veut dire être écouté ? Et tant que c'est pas clarifié. Pour toi, ça veut dire quoi être écouté ? Oui. Bah, pour moi, ça voudrait juste dire que mes parents comprennent ce que je suis en train de vivre. Que le lycée, j'aime pas. Que ma petite copine m'a largué. Que je suis au bord de la dépression nerveuse. Et eux, ils me disent, mais t'es un enfant gâté, t'as des jouets, t'as ton vélo, ton machin, ton truc. Ouais.
Tu vois? Ah bah là, je peux comprendre qu'ils ne se sentent pas écoutés. Voilà. La gentillesse, c'est aussi ça. C'est de développer cette capacité à accepter de manière inconditionnelle ce que les autres pensent, et surtout quand les autres te renvoient de toi une image qui te fait chier et qui, en général, parce qu'elle te fait chier, touche à quelque chose que tu as en déni. Et l'autre, l'ennemi, est en fait un diable, un ange déguisé en diable. L'autre est par définition celle ou celui, quel que soit le contexte, pro ou perso, qui met le doigt sur un truc qui va te permettre éventuellement de revenir à quelque chose qui est encore pas cicatrisé, tu vois, et sur lequel éventuellement, avec un peu d'amour, en ne cherchant pas à se diviser, mais au contraire en se rapprochant, va te permettre de guérir un truc, tu vois. Je pense qui n'empêche pas, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que putain ça t'énerve. Moi quand l'autre jour avec Sophie, je lui dis un truc, puis elle dit putain tu m'énerves. Et je dis excuse-moi, non, moi je t'énerve pas, tu t'énerves. Oh, putain, tu m'énerves encore plus quand tu me dis ça. Et on a fini par en rigoler, tu vois. Mais c'est vrai parce que elle me disait un truc que je ne reconnaissais pas et ce que je ne reconnaissais pas qui me touchait parce qu'elle avait raison, la cocotte, tu vois. Je lui renvoyais aussi le tu t'énerves. Ce qui était vrai aussi pour elle. Et donc, dans cette espèce de jeu de miroir, à un moment, pouf, on s'est calmé. C'était le lendemain matin, tu vois. On a dormi chacun de son côté, l'auberge du cul tourné, comme on dit. Et puis comme voilà, on se fréquente, on se connaît depuis très longtemps, 33 ans, on est ensemble depuis 11 ans, on est mariés depuis 3 ans et demi. Et puis, on a cette volonté de s'élever ensemble, tu vois. On comprend que dans la relation, et notamment dans la relation de couple, où ça nécessite de l'amour, de la gentillesse, de l'écoute, etc., toute la difficulté, c'est qu'effectivement, l'un et l'autre sont dans une forme d'échange, comme je te disais tout à l'heure, où j'attends qu'elle guérisse mes blessures, mais surtout qu'elle ne mette pas le doigt dessus. Mais putain, si je l'ai bien choisi, mon âme l'a bien choisi, et son âme m'a bien choisi, pour que cette rencontre soit une rencontre d'élévation, si tant est qu'on comprenne tout ce qui est derrière. Je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que tu dis. Je me retrouve en tout cas à 100%. Et tu mets le doigt sur des comportements que je fais à longueur de temps, en fait. Mais qu'on fait tous, avec tout le monde. Encore. Avec tout le monde. Bien sûr. Avec ma famille, avec mes proches, avec mes collègues de travail. Et parce que ton obsession, c'est l'amour, comme tout le monde. Alors, même le plus grand des salopards. Comment tu fais, toi, pour arriver à avoir le recul et l'humilité de te dire « Attends, je suis en train de tomber dans ce fonctionnement, dans ce comportement qui ne va rien arranger de toute façon. Comment est-ce que je peux faire pour arriver à mettre un peu d'eau dans mon vin ?» C'est comment dire ? Et je parle aussi bien avec ta compagne, par exemple, qu'au boulot. Oui, bien sûr. C'est d'abord, je ne suis pas un surhomme. Et je m'énerve. Ça, j'en doute pas. Voilà. Voilà. La seule chose. J'aurais trouvé ça bizarre sinon. Bien sûr. La seule chose, si tu veux, maintenant, c'est que c'est comme tout sport. L'entraînement fait que petit à petit, tu prends de manière inconsciente les compétences. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de karaté quand j'étais plus jeune. On faisait ce qu'on appelle les kyons. Et donc, les kyons, c'est quoi ? C'est la répétition. La répétition qui fait qu'à un moment donné, le tel degré de répétition fait que tu intègres complètement le mouvement. C'est ce que font les joueurs de tennis. Je m'occupe d'un joueur de tennis qui s'appelle Lucas Van Hache, et qui est parfait dans tous ses mouvements, qui répète, qui fait ses gammes, et c'est un truc complètement dingue. Ouais, il pense pas à faire un revers, il fait un revers. Mais non, et puis surtout, il est dans ce qu'on appelle le flow, du sport. C'est-à-dire que si l'ego se met à marcher, il perd. Et c'est d'ailleurs souvent les problématiques des joueurs de sportifs de haut niveau, de joueurs de tennis entre autres, parce que moi c'est le sport, ou même de pilotes automobiles que j'ai pas mal accompagné aussi, où quand l'ego se met à prendre le dessus sur la spontanéité de vie, d'accord, le fait de se laisser transporter et transpercer par quelque chose de divin qui nous anime, quand tu crées de la musique, quand tu fais un dessin, un tableau, ou quand tu es dans ton geste de perfection, tu vois, à un moment donné, si tu commences à réfléchir à ce que tu es en train de faire, t'es foutu. Merde, j'ai oublié pourquoi on parlait de ça. C'était quoi ta question ? Comment on fait pour arriver à avoir le recul et l'humilité ? Oui, c'est ça, le recul. Mais attends, la comparaison que tu as prise avec le flow, elle est elle est vraiment parlante. C'est ça. C'est qu'à un moment, c'est d'abord l'entraînement aussi, bien sûr. C'est la première chose, c'est la
la présence d'esprit au sens où c'est la connaissance du truc. C'est putain, il y a ça. Ne serait-ce que par ça, tu vois. Et ensuite, c'est l'entraînement. Moi, le nombre de... Je sais pas, ça fait 33 ans que j'ai ma boîte. Ça va faire 34 ans cette année. J'ai peut-être dû former, j'en sais rien, 50 000 personnes, je sais pas, tu vois, à la louche, sans compter les gens que j'ai pu toucher en conférence, etc. Peut-être 100 000, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que je peux éclairer une forme de conscience, une prise de conscience. Et cette prise de conscience, comme dans le sport, quand tu comprends que tu n'as pas la bonne tenue de raquette et qu'il faut que tu changes ta prise, il y a la conscience et après il y a l'entraînement qui fait qu'à un moment, ta prise va devenir naturelle. Là, c'est pareil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je pense, c'est que quand on est conscient de tout ça, on est la femme ou l'homme parfait tel que l'on est. Il ne faut pas chercher à changer son état. En revanche, quand tu vis des choses qui te rendent profondément malheureux, c'est vachement intéressant non pas de vouloir se changer, parce qu'on ne se change jamais réellement, totalement, mais c'est super intéressant de comprendre comment tes comportements sont liés éventuellement à des choses qui te dérangent. Tu vois ? De la même manière que quand tu vas chez un dentiste, tu y vas. Moi, en général, j'attends toujours le dernier moment, mais putain, quand j'ai la dent qui commence à faire un abcès, j'y vais. Là aussi, il y a une démarche de dépouillement personnel et surtout pas de développement. Je supporte plus. Tout le monde, d'ailleurs, c'est la mode maintenant. Je supporte plus le développement personnel. Tout le monde dit ça, tu vois. Tout le monde dit ça. Ça me fait mourir de rire. Bah oui. Mais en fait, si, c'est pas l'idée de se développer ou de se. C'est pas. On s'en fout de ça. Là aussi, encore une fois, c'est l'expérience qu'on met derrière le mot développement personnel. Après, dépouillement personnel, j'aime bien aussi. Mais dépouillement personnel, c'est juste quoi ? C'est juste le fait que j'essaye de nettoyer mon seau de merde. Voilà. Et quand je m'aperçois, parce que je suis présent à cette loi de la variété requise, que quand je fais un truc, j'obtiens un résultat qui m'emmerde, j'essaie de comprendre ce qui m'emmerde, d'où ça vient, et j'essaie d'accorder à mon émotion qui monte et à mes sentiments, non pas de l'importance, c'est pas important, mais juste de la présence. C'est quoi, tu vois, derrière ce truc-là ? C'est pas grave. Mais putain, ça touche quoi. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais ces problèmes aux yeux, moi, j'ai découvert à 50 ans, j'ai passé un test avec mon psychiatre, que j'étais hyperactif cérébral. Donc, ça va dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Ça se voit peut-être dans mes comportements, je suis désolé, mais je suis incapable de me fixer beaucoup. Et pourtant, dans mon boulot, putain, je t'explique même pas comment je le fais, quoi. J'écoute. Mais quand je suis à la maison, j'écoute plus rien. Ma socio, elle me dit un truc, ça rentre là, ça sort là. Si c'est pas utile et important pour moi, et donc elle se désespère. Mais je te l'ai déjà dit 1000 fois, tu vois. Et là aussi, j'ai encore perdu. Tu vois, je pars toujours comme ça. Mais même en tant qu'auteur, tu as besoin d'être concentré en plus pour écrire. Quand je suis concentré en tant qu'auteur, il y a un truc qui me transperce. Je sais pas d'où ça vient. Le flow. Ouais, je suis dans le flow. Je t'ai écrit un chapitre et putain, je l'enregistre vite parce que je me dis putain, s'il s'efface, je suis dans la merde. Je suis incapable de réécrire ce que je viens d'écrire quand je le relis, tu vois. Et le fait d'avoir su aussi tard, je mets des gros guillemets, que tu étais hyperactif cérébral. D'abord, ça m'a réconcilié avec une grande part de moi-même où j'avais vraiment l'impression d'être con. Donc tu as pu accepter certains de tes comportements qui te rendaient... Toutes mes stratégies d'apprentissage qui étaient débiles. Moi, je suis... comme j'y voyais pas ou mal, j'ai développé un sens kinesthésique très fort. Donc, je ressens beaucoup les relations. Je ne suis pas en train de faire de la divination. Hein. Je ne suis pas en train de dire, alors là, je ressens que Margot, machin, ou que Nassim, je ne sais pas quoi. Non, connerie, ça. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça, hein, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas moi. Mais j'ai développé une manière d'être, si tu veux, qui n'était pas forcément facile et qui a plutôt amené ma mère et mon père en conscience à m'envoyer chez un pédopsychiatre très tôt, à l'âge de 12 ans. Docteur Carrel, à côté du boulevard des Belges. Je l'aime, cet homme, extraordinaire, qui m'a sauvé. Et qui très rapidement m'a aidé à repositionner les choses. Et puis très rapidement aussi, j'ai eu ma carrière, une première partie de carrière dans la publicité, comme je te le disais tout à l'heure. Quand j'étais confronté à cette agence qui avait une croissance incroyable, on était 3 au début, puis je ne sais plus combien on était à la fin, au bout de 3 ans.
on avait triplé le nombre de personnes, on marchait bien, on était en plus ultra créatifs, c'était super, mais on était tellement mauvais en management. Moi, j'étais directeur général d'une boîte, j'avais 0 expérience de gestion, mon associé était un super pote, super créatif aussi, mais qui était lui-même aussi incapable de gérer quoi que ce soit. Donc nos associés nous ont foutu dans les pattes une petite nana qui est restée une amie intime, qui s'appelle Geneviève Lazinski, je l'embrasse, et qui nous a amené une manière de nous coacher, bien avant l'heure. Et quand j'ai commencé à bosser avec elle, je me suis dit, putain, mais je veux être Geneviève. Et puis mon père, aussi, qui était lui-même dans la publicité, qui était le patron de la plus grosse agence Rhône-Alpine, qui s'appelait Uniconseil, lorsqu'il est parti en conflit avec son groupe, qui était le groupe Eurocom Polaris Havas, s'est attelé lui-même en découvrant un truc qui était la programmation neurolinguistique. Et quand j'ai vu que ça lui faisait un bien complètement dingue, moi j'ai été en conflit avec mon père parce qu'il était très autoritaire et moi je ne supportais pas ça. Mais quand j'ai vu le bien que ça lui faisait, mais j'ai bu ses paroles, quoi. J'ai commencé à me dire, mais c'est juste génial. J'ai foncé là-dedans. Et je me suis intéressé de très près à tout ce courant de pensée de l'école de Palo Alto dans l'université de Santa Cruz aux États-Unis. J'ai travaillé sur tous ces outils-là pour développer cette manière d'être et de fonctionner. Et en même temps, parce que j'avais des espèces de modèles, on appelle ça des patterns, tu sais, qui se reproduisaient notamment dans ma vie affective, je m'apercevais que je reproduisais toujours les mêmes merdes. Que j'étais follement amoureux et puis que je me séparais. J'ai eu un premier mariage. Pendant ce mariage, j'ai fait souffrir non seulement ma femme et mes enfants, mais aussi une maîtresse que j'aimais profondément et dont j'ai pas pu me séparer, dont je me suis séparé quand même, et ça a été une horreur. Et puis, j'ai eu un deuxième mariage avec la maman de ma dernière fille Chloé, qui était une femme extraordinaire, avec qui j'ai développé les mêmes types de contextes où j'étais incapable de me séparer alors que je voyais que ça ne me fonctionnait pas. Et là, je me suis dit, putain, il y a un problème. Le pattern qui se répète. Le pattern qui se répète. Et j'ai commencé à retravailler avec un psychiatre extraordinaire qui est décédé, qui s'appelait Jacques Lardot, qui était un génie de la psychiatrie. Et j'ai fait une psychanalyse avec lui pendant 15 ans. Alors, pendant 5 ans pour dépouiller, hein. Et puis pendant 10 ans par plaisir, parce que c'était un tel bonheur de s'attaquer à tous ces trucs-là en termes de compréhension que j'en suis arrivé, si tu veux, à un moment à me dire, mais waouh, c'est tellement dingue de pouvoir... voilà. Et ben, à ta question, comment tu fais pour, parce que je me suis entraîné, parce que je suis allé chercher tous ces trucs qui font mal, et que quelque part, il y a une forme de réflexe qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une facilité à comprendre. Même si parfois je peux tourner en rond, tu vois, pendant des heures et des heures. Comme tu l'as dit, tu n'es pas un surhomme, hein, et de toute façon. Mais bien sûr que non, tu vois. Bien sûr que non. C'est un comportement obligatoire. Et voilà, avec cette expérience où je me dis, voilà, mon 3e mariage, 4e relation longue dans ma vie amoureuse, celle-là, je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais je sais que ce qu'il en sort au quotidien, c'est de la magie. C'est de la magie et c'est juste formidable, quoi, tu vois. Et avec cette notion de présence, là aussi, dont je te parlais, qui est très importante à mes yeux. Et puis, cette capacité que je développe le mieux que je peux, même si parfois c'est très dur, parce qu'il y a des contextes où tu perds des gens que tu aimes. J'ai perdu des amis d'enfance à qui j'étais profondément attaché, et où je me rends compte que malgré leur départ, il y a des choses merveilleuses qui se passent derrière. Et on a toujours tendance, comme je disais tout à l'heure, à juger la vie comme bonne ou mauvaise. Mais je ne sais pas, derrière ce que je juge comme mauvais, ce qui peut être extraordinaire. Je te donne un exemple. Dans le tennis, j'ai bossé avec un joueur de tennis extraordinaire qui était un jeune que j'ai connu à l'âge de 17 ans, qui s'appelait Maxime Huard, qui s'appelle toujours Maxime Huard. Que tu as préparé, du coup ? Ouais, sur le plan mental, que j'ai suivi avec la Fédé de tennis, etc. Je m'occupais avec Georges Goven de ce qu'on appelle l'équipe de France Espoir, où il y avait Nicolas Escudé, tu vois, toute une série de jeunes, voilà, parmi lesquels Maxime Huard. Et Maxime donc était à l'époque dans les, je sais pas, peut-être 300e, 400e mondiaux, ATP, à 17 ans. Donc plutôt bon, tu vois, des très bons résultats en junior, espoir, etc. Se trouve dans les qualifs du tournoi du Grand Prix Tennis de Lyon à l'époque, dirigé par Gilles Moreton.
On bosse. Putain, il sort des qualifs. Il bat Doumbia en dernier tour des qualifs. Et il joue le premier tour, deuxième tour, il se trouve en quart de finale contre Pete Sampras. Pete Sampras. 17 ans. Oh. Tu vois. Et donc, je vois mon Max qui est là, un peu en spectacle. Tu vois. Il devait être... Putain, il a les posters de Pete Sampras dans sa piole, tu vois. M'étonnes. Il joue contre Pete Sampras, qui est numéro 1 mondial, tu vois. Il perd. Mais il perd bien. Tu vois, Jean, il s'accroche. D'habitude, Pete Sampras avait joué quasiment tout le monde en à peine une heure. Là, le match est accroché. Tu vois. Ah, donc il se fait pas détruire, c'est un beau jeu. Il se fait pas détruire, c'est un bon jeu. Bon, ça n'empêche pas Max de péter sa raquette. Putain, je suis passé à côté du truc, j'étais au spectacle, alors que, tu vois, c'était vraiment chaud, quoi, tu vois. Et donc, il est appelé à un avenir tennistique extraordinaire. Donc, il fait un bond, il monte dans les 150 premiers, tu vois. Il enchaîne pas mal de victoires. Et puis, il avait été opéré d'une problématique au ménisque. Et à l'époque, les chirurgiens pensaient qu'il fallait enlever le ménisque. Et donc là, on lui avait enlevé un bout du ménisque et se réveille à cause d'un entraînement très fort, cette douleur. Et le chir lui dit, il faut qu'on enlève le ménisque. Donc on lui enlève le ménisque. Il essaie de reprendre l'entraînement. Et là, impossible. Les choses, genoux frottent. Et il a une douleur telle qu'à chaque fois, si tu veux, qu'il a une petite appui, rotation, un truc rotation, comme ça. Ça le bousille. C'est juste plus possible. Et il est obligé d'abandonner le tennis. Et il vit ça, mais comme l'injustice la plus totale de la vie. Le truc, l'horreur, la passion qu'il a pour le tennis depuis qu'il est môme. Il a tout consacré. Ses parents ont payé sa carrière. Il en a chié parce qu'il est allé dans des centres d'entraînement où vraiment il en a bavé parce que les centres d'entraînement, c'était comme la pension. Tu vois, il y avait du bizutage, vraiment de la merde, quoi. Et le mec, il va... Il a pas de cadeau, et il est obligé d'abandonner son truc. Et puis donc, du coup, il disparaît de la circulation du tennis pour se protéger, bien sûr. Des années passent. Il y a 4 ans, je vais faire un job chez un de mes clients à Lille. Je monte du TGV à la gare en haut. Et qui je vois en face de moi? Maxouille. Max. Par hasard, comme ça. Par hasard. Tu sais, il y a toujours du hasard. Putain, on se tombe dans les bras. Mais en plus, ça faisait un moment où vous étiez pas vu. Plus de 20 ans, on s'était pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Et puis il me dit, tu sais, j'ai tellement pensé à toi, j'utilise toujours ce qu'on a vu ensemble, tout le temps, et je voulais te dire un truc. Tu vois, le jour où j'étais obligé de m'arrêter, pour moi, le monde s'effondrait, et pour moi, c'était la pire des injustices de ma vie. Et ben, tu sais quoi, aujourd'hui, je suis chirurgien orthopédique, spécialiste du genou. Incroyable. Ouais. Oh, tu vois le truc? Ah ouais. C'est dingue. Ah ouais. Ça, c'est pour le coup vraiment dingue. Ah ouais, génial. Mais c'est encore plus fou qu'il ait décidé de partager ça avec toi. Bah, il l'a partagé comme ça quand on s'est vu, parce que c'était forcément notre histoire commune, tu vois. Alors, ça n'a pas été facile pour lui non plus d'être chirurgien. Ça n'a pas été un chemin de tout repos, tu vois. Mais du coup, il est même pas forcément... Il m'a dit, j'étais pas forcément conscient de tout ça, du fait que j'ai fait ça pour ça. Bien sûr. Mais voilà comment il a transformé un truc... qui était traumatisant probablement pour lui. Ultra traumatisant, t'imagines, quoi. Imagine, c'est complètement fou. Quoi. Voilà, tu vois, il y a des choses à dire. Il y a des choses positives à tirer de n'importe quelle expérience. Sur le bonheur, tu vois, pour moi, le bonheur, c'est ça. D'ailleurs, souvent, je dis, les gens me disent, c'est quoi pour vous le bonheur? Je dis, le bonheur, c'est comme le mot l'explique, c'est vivre à la bonne heure. C'est vivre ici et maintenant. C'est développer sa capacité à jouir de l'instant présent, quel que soit le contexte. Ne pense pas à la suite, ouais. C'est pas un état, c'est juste être ici et maintenant. On est, tu sais, c'est le disque vinyle avec la pointe du diamant sur le disque. Le bonheur, c'est là. C'est ce qui permet la transmission du son de la plus belle des manières. C'est pas juste après, c'est pas juste avant, c'est juste ici. Bien sûr que non. Avant, c'est fini. Après, c'est pas encore là. Et on sait même pas si on sera là. Donc, la vie, c'est ici et maintenant. Tu vois, c'est rien d'autre. Il y a 3 certitudes au monde que l'on a tous. C'est 1, notre naissance. 2, notre mort. On ne sait pas trop comment, mais on est certain que ça va arriver. Et 3, l'instant présent. C'est ce qui est garanti. Ouais, bien sûr, c'est ce qui est garanti. Et souvent, je me marre. Je cite un grand philosophe qui s'appelle Winnie l'ourson. J'en étais sûr que tu allais dire une bêtise. Et Winnie l'ourson, il se balade avec Porcinet dans la campagne. Tu sais, il y a une petite BD comme ça. On voit l'image, je l'ai en tête, tu vois. Et il y a Winnie qui dit à Porcinet, dis donc, quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est?
Et Porcinet, il dit, bah, écoute, je crois qu'on est aujourd'hui. Et Winnie dit, ah, ça tombe bien, c'est mon jour préféré. Excellent. Voilà. Et Comme être toi. heureux, c'est être dans l'heure, c'est développer cette capacité là aussi à être ici et maintenant présent. Voilà. Et accepter de manière inconditionnelle ce que la vie nous réserve, qui est ce qu'on disait tout à l'heure, la boucle est bouclée, une matière première. C'est une belle philosophie de vie de se dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour préféré. Bah ouais, tu peux pas faire autrement. Tu vois, c'est juste... voilà, point. Ça veut pas dire que je vis dans des... ou que l'on vit dans des projections ou des non-projections. Non, c'est juste faire confiance aussi, c'est faire confiance à la vie. Moi, je répète ça à mes enfants tout le temps. Au contraire, c'est même peut-être être pragmatique de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est son jour préféré. Et l'optimisme, c'est ça. Tu vois ? Alors l'optimisme et le côté positif, ça passe aussi par des tas de choses. C'est le fait d'apprendre à parler en positif, parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Tu vois, le cerveau est binaire, comme l'informatique, c'est 0 ou 1, c'est ou c'est pas. Mais dans le langage, la forme linguistique admet la négation. Si je te dis « pense pas à un éléphant rose », la première chose que tu fais, c'est tu y penses. Donc déjà réapprendre à parler en positif. Tu vois, le nombre de fois où à mes clients ou à mes collègues ou mes amis, je leur dis « dis-moi la même chose en positif ». Faut pas que je me plante. Ok, dis-moi la même chose en positif. Ok, je réussis. À tes gosses, fais attention de ne pas tomber. Attends, dis-lui en positif. Ouais, mais je dis comment ? Regarde où tu mets les pieds. Ouais. Sois attentif où tu marches. Ouais. Tu vois, c'est des choses basiques. C'est aussi en tennis, tu vois, développer une SEP. Alors pas une sclérose en plaques, mais un sentiment d'estime personnelle. Moi, j'ai bossé avec Patrice Agelower, avec Éric de Bliquer, avec Georges Goven, avec des grands entraîneurs qui ont entraîné Yannick, Noah, enfin plein de grands. Et j'ai appris une chose, c'est que, entre autres dans l'entraînement, mais dans la vie au quotidien, plus tu es concentré sur les effets négatifs et que tu essayes de les positiver, et moins tu t'en sors. C'est-à-dire que quand tu as un défaut, si tu te focalises pour pouvoir faire en sorte que ce défaut, tu l'améliores, tu peux éventuellement l'améliorer, mais tu es tellement concentré sur le défaut que tu ne vas plus voir que ça. Or, si tu commences à connaître tes qualités de jeu et que tu travailles tes qualités de jeu, tu vas hausser ton niveau de qualité qui fait que automatiquement tu vas hausser le niveau de tes défauts en positif. Donc, se focaliser sur le positif et sur ce que tu sais très bien faire, c'est génial. Et dans une équipe, c'est top. C'est marrant parce que tu vois, ça va presque à l'encontre de ce que transmet le développement personnel, où on est un peu obsédé par l'amélioration de ses défauts sans se concentrer sur ses qualités. Sauf que tes défauts, si tu les as, c'est pas pour rien, c'est génial. Ils sont là. Donc il faut faire avec. C'est pas parce que tu as des défauts que tu es un con ou un mauvais. Par contre, ce que tu sais bien faire, mais concentre-toi dessus. Voilà, tu montes le niveau de ce que tu sais bien faire et tout le niveau monte. Tout le niveau monte. Ce qui peut ne pas t'empêcher de bosser sur des trucs éventuellement, pourquoi pas. Tu vois, il n'y a pas de limite. Tu sais, la pensée binaire, c'est les principes. Ouais. Voilà, faut faire ça, faut faire truc. Ouais. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai un principe, je dis hop, ça va mal aller. Bon, il y a du boulot. Tu vois. Eh ben, là, le fait de voir les choses comme ça et surtout de ne pas trop se focaliser sur ses défauts et plutôt sur ses qualités. Être orienté en mode solution aussi. Être orienté en mode solution, tu sais, t'as le nombre de gens qui te disent oh là, j'ai un problème et qui sont en fait focalisés problème. Donc focaliser problème, en fait, la notion de définition d'un problème, c'est pas du tout celle qu'on entend habituellement. Les gens te disent j'ai un problème en faisant référence au contexte qui leur pose problème. J'ai un problème, mon collaborateur veut pas faire ce que je lui demande. Mais c'est pas ça ton problème. Ah bon ? Bah oui, il manque 2 mots quand tu dis j'ai un problème. Ah bon, mais lesquels ? Ben à résoudre. Hein, ça veut dire quoi ? Eh ben, tu viens pas me voir de la même manière en me disant j'ai un problème et tu me déverses sur les pieds toute ta merde et où tu attends de moi en tant que manager éventuellement que je résolve ton problème, mais je ne pourrais t'aider à résoudre ton problème que si tu sais ce que tu veux à la place de ce que tu veux plus. Donc quand tu me dis j'ai un problème à résoudre, ça t'oblige à te positionner sur j'ai réfléchi à je voudrais pouvoir communiquer avec mon collaborateur de telle manière. Résolvons le problème. Et là on peut travailler là-dessus. Passons de l'état 1, contexte merdique, à état 2, voilà ce que je veux. Et là, il y a des stratégies. Tu vois ? Plutôt que de rester bloqué dans cette première étape qui ne pourrait jamais bouger. Exactement. Un jour, j'ai un couple d'amis qui était dans une démarche de fécondation in vitro et qui arrivait au bout de la démarche. Donc, avec toute la difficulté que ça peut causer à la fois dans le couple et puis surtout physiquement pour la dame, la femme,
et donc qui un jour m'appelle en me disant, écoute, on a ce problème, est-ce que tu peux nous aider? Tu vois, à y réfléchir, à se poser, parce que le couple était en tension, et puis que voilà. Et puis donc, je l'ai fait venir à la maison. On était en été, et puis elle me raconte l'histoire, et puis et dans sa façon de me raconter l'histoire, je vois qu'elle ne me raconte qu'une chose, c'est le process, tout ce que ça amène, les problématiques de piqûres, les problématiques d'hormones, les problématiques d'être obsédé, non pas par faire l'amour au sens de fabriquer l'amour, mais de faire l'amour au sens l'acte sexuel mécanique pour pouvoir éventuellement faire en sorte qu'au moment où il le faut, le truc de dingue. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et elle me dit, je veux tomber enceinte. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, quoi? Ce que tu veux, c'est quoi? Je veux que ça marche. Je veux que mon process marche parce que c'est le dernier coup, quoi. Mais elle s'appelait Patrice. Patrice, c'est ce que tu veux? Et elle me regarde, c'est d'un air un peu hébété. Je dis, c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est bien un enfant. Tu sais, elle était tellement obsédée par son problème, entre guillemets, tu vois, problème, c'est-à-dire le contexte merdique qu'elle vivait, qu'elle en avait même oublié ce qu'elle voulait. Être maman, avoir un enfant. Être maman, avoir un enfant. Et je lui dis, est-ce que tu t'es déjà projetée en tant que maman? Non. Alors je dis, attends, on va s'amuser. Tiens, on va se faire une espèce de ligne temps. Tiens, en PNL, il y a un outil, ça s'appelle ligne temps. Donc, j'aime pas trop parler ligne temps. La ligne de temps. Okay. Donc tu prends un papier, un crayon, éventuellement par terre, une craie, puis tu traces une ligne, tu dis, ok, bah alors tiens, mettons-nous un peu dans l'avenir, et puis mets-toi au moment où tu te sens... Elle se voyait pas, maman. Ah ouais. Impossible de se projeter. Et avec ton bébé, non, je me vois pas, maman. Et est-ce qu'il y a un... Ah, je me vois maman, mais il est plus grand. Mais quel âge? Il a 10-12 mois. Je fais, allez, génial, mets-toi où tu veux, là, sur 10-12 mois, c'est où? Là-bas, allez. Donc, elle fait son petit pas là-bas, et puis je lui dis, raconte-moi. Elle me raconte. Je lui dis, c'est génial. Tiens, on fait un petit pas en arrière. T'es à 10 mois, là, allez, on monte à 8. Puis à 7, puis à 6, puis à 5. Puis du coup, comme elle avait pris contact avec son expérience, elle recule. Et puis donc, on arrive à 15 jours après l'accouchement. Et là, je lui pose des questions un peu différentes. C'est-à-dire que là, elle me raconte la chambre, le bébé, machin, tu vois, son mari, elle, la famille, ça commence à vivre. Et je lui pose des questions que je n'avais pas posées jusque-là sur ses symptômes physiques. Je lui dis, toi, t'es comment? T'es fatiguée? Et là, pour la première fois, elle commence à travailler sur elle, sur ses symptômes physiques. Petit pas encore en arrière, et je lui dis, alors maintenant, on va parler, tu viens de rentrer à la maison, t'es comment? Comment est le bébé? Donc elle me raconte le bébé, blablabla. Petit pas, et je lui dis, voilà, tu es maintenant le lendemain de l'accouchement, raconte-moi. Et toi, t'es comment? Et là, pour la première fois de sa vie, elle commence à ressentir physiquement ce qu'elle imagine comme étant les symptômes d'une femme qui vient d'accoucher. Et je lui fais raconter l'accouchement. Elle se met à pleurer. Alors, rassure-toi, je ne suis pas remonté jusqu'à la conception. mais tout d'un coup, elle était dégagée de son contexte problématique qu'elle analysait avec les conséquences négatives et le fait que ça faisait mal et que ça durait depuis longtemps et que tout l'épuisement physique, psychologique, etc. Enfermée dans le process lui-même et l'analyse du process, plutôt que d'être orientée vers ce qu'elle voulait vraiment. Tu vois? Et comme par enchantement, 2 mois après, elle était enceinte. Un truc de dingue, tu vois, une histoire de fou. Et souvent, c'est ce que je dis, être positif et optimiste, c'est aussi ça. C'est vivre en étant orienté solution. En se disant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et en le définissant de manière ultra précise. Et comment est-ce que ça sera quand j'y serai? Et ça, ne serait-ce que ça, c'est se donner le chemin pour y arriver. Et comment y arriver concrètement en termes de process? Donc, ne plus être orienté cause et pourquoi, mais être orienté comment et process. Tu vois, c'est la base de ce qu'on apprend, quoi. Mais ça transforme la vie. Et en plus, ça coûte rien. Ça coûte que dalle. Et on peut le faire pour tout. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, quand je vois ces couillons de femmes et d'hommes politiques qui s'étripent pour toutes les raisons qui sont sans doute bonnes à leurs yeux, c'est évident que tout le monde cherche, tout le monde a une intention positive qui consiste à faire en sorte que la vie soit meilleure, bien sûr. Mais plutôt que de se mettre contre et de se désunir, il y a des moyens, il y a des outils pour s'unir. Il y a vraiment, moi je travaille que comme ça avec ces outils-là en permanence dans les boîtes. Je travaille et je mets autour de la table des gens qui ne peuvent pas s'encadrer parce qu'ils n'ont pas la même vision de la problématique et de la solution. Et le simple fait de les faire bosser là-dessus, on dit « Ok, alors, vous voulez quoi précisément? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ou pas? Oui? Ok. En quoi c'est important pour vous d'y arriver?
Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, d'être, d'avoir? Qu'est-ce que vous allez y gagner concrètement? Donc, c'est quoi les bénéfices pour vous, pour l'entreprise? OK. Et à quoi on va mesurer que ça marche? C'est quoi les critères qui vous font dire « Putain, ça marche » Et c'est quoi les critères qui vous font dire « On est en train d'y arriver » Et là, éventuellement, c'est quoi qui vous empêche d'y aller? Ah, il ne me regarde pas, machin. OK, on note. Ouais, machin, il fait la gueule. OK, on note. On prend tout, on note. Ouais, mais non, c'est pas ça, ça. Si, il l'a dit, si pour lui c'est vrai, on note. Tu as la solution, bah, tu la gardes sous le coude, on la verra après. Et le fait d'établir tout ça, bah, c'est déjà une grosse... c'est pas fini. Autre question, moi, la question qui est juste géniale, c'est est-ce qu'on peut éventuellement avoir un intérêt individuel ou collectif à ne pas atteindre l'objectif que l'on s'est pourtant fixé? Ah oui, perte de pouvoir, petit ego, machin, etc. Et là, on en parle ouvertement. Et une fois qu'on en a parlé et qu'on sort un peu les trucs de manière honnête et congruente, eh ben on va se dire, OK, maintenant, on reprend toute la liste d'obstacles qu'on a listée là, et on essaie ensemble de bâtir en mode créativité ce que l'on veut et comment on peut y arriver. Et ensuite, on se distribue qui fait quoi pour quand. Et on gère ensuite les choses de manière collaborative. Tu vois? Et ça touche à un truc que je me suis amusé, entre guillemets, que j'ai travaillé plus qu'amusé, mais qui est juste génial à modéliser, qui est ce que j'appelle moi le management contenant, qui est un modèle donc, que j'ai travaillé sur Maria Montessori, des écoles Montessori, qui, elle, parlait de la notion de contenance. Je ne sais pas où on en est au niveau de l'horaire, hein, tu me dis si c'est long ou pas. Parce non, c'est pas long. Hein. Voilà. Attends, c'est passionnant là, donc continue. Et Maria Montessori, donc, qui était une des premières femmes médecins d'Italie, de la fin du 19e et début du 20e siècle. Donc, s'était battue avec d'autres femmes pour obtenir son diplôme de médecine dans un univers très masculin pourri. Et donc s'occupait naturellement, c'est en tout cas ce qu'on lui avait donné à faire au début, genre tiens, tu nous emmerdes, va donc t'occuper des enfants qui sont dans la rue et qui sont des entre guillemets gogoles, ce qui n'était juste pas, qui étaient juste des enfants qui n'étaient pas cadrés. Elle s'était aperçue d'une chose, c'était que ce qui permettait à un enfant, avant qu'il ne soit enfant d'ailleurs, dans le ventre de sa maman, de se développer, c'était cette notion de contenance qu'elle résumait en 5 points. Le premier point, c'est la sécurisation du fœtus et donc de l'embryon au départ. C'est le fait qu'il soit contenu dans le ventre de maman, dans son liquide amniotique, et donc de manière totalement sécurisée, qui permet donc le développement. Le deuxième point, c'était qu'on puisse, et que maman, entre autres, réponde à ses besoins essentiels, qui sont à la fois l'hygiène, le renouvellement permanent du liquide amniotique, et puis la bouffe par le cordon ombilical, et l'énergie éventuellement, ce qu'on disait tout à l'heure avec Boris Cyrulnik, qui souligne ce fait que l'énergie extérieure peut contaminer, s'il est négatif, le liquide amniotique et l'énergie que le bébé ressent dans le ventre de maman. Donc ça, c'est des besoins essentiels. Le troisième point, c'est que dans le ventre de maman, c'est déjà un être de relation, en relation intime avec sa mère, mais aussi en relation avec le monde. Ne serait-ce que parce que je viens de dire au niveau des énergies, mais par le fait qu'il entend papa qui dit papa, c'est papa, tu sais, le papa qui parle sur le ventre de maman, ou le chien qui aboie, ou la musique, ou le bruit des klaxons. Donc il est déjà, même si c'est feutré comme quand tu es dans une piscine, tu entends tout ça. Tu vois. Quatrième point, on est tous des êtres de créativité et de développement. Elle souligne ça. C'est-à-dire que de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, avec la multiplication cellulaire qui va donner naissance à un embryon, qui va se développer pour donner naissance à un fœtus qui va être viable au bout de 6 mois et quelques, et qui va donner naissance à un petit enfant, on a ça dans notre ADN. Créativité et développement. C'est le secret de la vie, c'est la magie du divin. Tu vois. Et puis, dernier point, plaisir et enthousiasme. C'est-à-dire qu'on a tous, a priori, été faits dans le plaisir et en tout cas un peu d'enthousiasme, si tu veux. Et un des sens que l'enfant développe en premier dans le ventre de sa maman, a priori, c'est sans doute le sens kinesthésique, le sens du ressenti, du toucher, de l'existence de soi. Et elle dit, pour élever un enfant, pas pour l'éduquer, pour l'élever au vrai sens du terme, nous devons, en tant qu'adultes et en tant que parents, recréer un contexte de contenance autour de nos enfants.
C'est ce qui se passe dans les écoles Montessori, mais pas que d'ailleurs, dans les écoles modernes, les écoles Steiner. Enfin, il y a plein d'écoles maintenant dites hors cadre qui sont juste géniales. Et il y a des institutrices ou des instituteurs, ma belle-fille est institutrice, qui se tuent à essayer de faire du mieux qu'ils peuvent dans un contexte d'éducation nationale qui est quand même putain pas simple à gérer, quoi, parce que c'est tellement sur des idées passéistes parfois que ça en devient complètement dingue. Et donc elle dit, il faut que l'adulte renouvelle ça. Que, nous sécurisions l'enfant. Pour sécuriser l'enfant, bien sûr, il faut le sécuriser sur le plan de sa sécurité propre, mais il lui faut aussi un cadre, puisqu'elle s'était rendue compte que les enfants dans la rue en Italie qui étaient livrés à eux-mêmes étaient complètement fous, tarés, parce qu'ils n'avaient pas de cadre, précisément. Donc c'est l'établissement d'un cadre que l'on va faire d'une certaine manière, que l'on va faire avec eux, on va le co-créer, on va le respecter et le faire respecter. Donc c'est la sécurité, c'est plein de choses qui touchent à la sécurité de l'enfant, qui fait qu'il se sent effectivement vivant et en mode sécurité. Le deuxième point, c'est répondre à ses besoins essentiels. Les besoins essentiels de l'enfant, c'est simple, il y en a 3. Le premier, au-delà de la bouffe, etc., bien sûr. Le premier, c'est son autonomie. Dans les écoles Montessori, les enfants disent aux adultes « apprends-moi à faire tout seul ». Autonomie. Donc du coup, ils sont autonomes. C'est eux qui choisissent, en fonction de leur propre rythme biologique, le fait d'apprendre à lire ou à écrire ou pas. Tu vois, il y a des gosses qui apprennent à lire et à écrire très tardivement, mais qui, parce qu'ils le veulent, vont apprendre en 15 jours. Un truc de dingue, tu vois, et qui ont cette capacité, parce qu'on a cette plasticité cérébrale à s'adapter à la vie de manière incroyable. Le deuxième point, c'est affirmation de soi. Le besoin essentiel de toi comme de moi, comme des gosses, c'est qu'on puisse être capable d'affirmer qui nous sommes. Or, dans l'éducation nationale, quand tu t'affirmes un peu, j'en suis le premier à avoir souffert de ça, enfin pas le premier, mais en tout cas j'en ai souffert. J'ai pas fait moi une rentrée de la 6e à la 3e où j'avais pas envie de vomir, parce que j'avais un prof qui me cassait avec autorité ma manière d'être. Et s'affirmer, ça voudrait dire pouvoir exprimer son caractère. C'est exprimer son caractère, qui l'on est, tu vois, dans le respect. Bien sûr, dans le respect. C'est un truc basique. Et puis le troisième point, c'est le sens. C'est donner du sens à ce que l'on apprend, à ce que l'enfant apprend. D'accord ? Le troisième point de la contenance, c'est la relation. Donc elle disait, il faut que les enfants soient en relation avec le monde, qu'ils rencontrent du monde, des vieux, des jeunes, de tout type d'âge, de religion, de pays. C'est plus tu rencontres, plus tu t'ouvres au monde. Quatrième point, créativité et développement. Faisons-leur faire des trucs en mode créativité. On mélange la pâte à modeler avec le Lego, puis des trucs. On expérimente et on voit ce qu'il en... etc. Et puis cinquième point, plaisir et enthousiasme. On sait que les enfants, comme les petits animaux, n'apprennent que par le plaisir, par le jeu. Or, tu vois bien au niveau de l'éducation nationale, contrainte, ouais. Oh là là, quand tu rentres en cours préparatoire, putain, mais c'est la catastrophe. On se donne la main, on rentre machin, on s'assoit, on n'a pas le droit de parler, alors que le premier plaisir, le mode collaboratif dans le cadre de la relation, c'est d'échanger. Or, quand tu échanges, tu te fais engueuler. Ouais. Tu vois ? Et donc, moi, je me suis dit, moi, j'ai découvert ça il y a 15 ans en travaillant pour la ville de Cannes. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. J'avais assisté à une conférence d'une pédopsychiatre extraordinaire. Non, il n'y a pas 15 ans, il y a une dizaine d'années. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et pourquoi on ne modéliserait pas ça dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du couple, dans le cadre de n'importe quel type de contexte ? Et dans l'entreprise, je me suis amusé à déposer un truc qui s'appelle le management contenant. L'entreprise contenante, dans lequel tu retrouves les 5 points. Donc le leadership, dont on voulait éventuellement parler tous les deux, c'est déjà, moi, la notion du leadership, ce n'est pas le leader au sens celui qui a l'autorité, celui qui est en tête. Le leader, c'est celui qui est capable de faire partager une vision de demain et de l'incertain. Et qui est capable de le faire de manière consensuelle. Qui arrive à emporter les autres. Et qui arrive à emporter les autres. Et pour ça, il a à la disposition un management qu'on appelle le management contenant, qui commence, par sécuriser, fixer un cadre. Sécuriser avec un haut de bilan solide pour sécuriser les partenaires, les banquiers, etc. C'est sécuriser avec des règles du jeu qu'on partage. C'est sécuriser avec un cadre et des process qu'on va co-créer. On va fixer ensemble des objectifs plutôt que mettre moi ton directeur commercial et de te dire Nassim, ton objectif c'est de faire tant de chiffre d'affaires.
Putain, tu le sors d'où ça? Ouais. Ah bah parce que l'année dernière, tu as fait tant et tu dois faire 10% de plus. Mon cul, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10%, il faut que je fasse encore 10%. Et la croissance permanente, elle va où, quoi? Elle va où? On voit bien qu'on se heurte à des problèmes d'environnement, tu vois, de la terre, quoi, de ses ressources. C'est fixer un cadre incroyable et vraiment, c'est de se mettre en place des vraies règles du jeu qui fassent qu'à un moment, on se sente sécurisé et qu'on n'ait pas une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Qui permet le deuxième point, réponse aux besoins essentiels. C'est les mêmes que les mômes. Autonomie, affirmation de soi et sens, avec un grand S. Le haut de la pyramide de Maslow, tu sais, c'est le fait d'avoir l'impression d'exister pour une mission ou pour quelque chose. Troisième point, dans le management contenant, la relation. On met en place du collaboratif, on bosse ensemble, on fait des réunions. J'ai des clients qui me disent « réunionnite de merde ». Je dis « mais attends, réunionnite de merde ». Mais non, la réunion, c'est s'unir à nouveau. Au sens propre, au vrai sens du terme, sur le plan étymologique. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est une réunionnite, c'est une réunion dans laquelle il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de cadre-temps, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de compte-rendu. Ça, c'est de la merde. De la perte de temps. C'est de la perte de temps. Mais si tu as un ordre du jour, des règles du jeu, un objectif, un cadre-temps et un compte-rendu, ça fonctionne très bien. On ne peut pas faire autrement que de s'unir pour bosser ensemble. Et ça devrait être au contraire un super moment à partager avec ses collaborateurs. Et y compris dans des moments, tu vois, quand je bossais avec Gilles Moreton à Lasvel, dans l'équipe de Lasvel, on s'était rendu compte qu'il y avait l'administratif d'un côté et le sportif de l'autre. Et qu'ils se foutaient sur la gueule, ils n'étaient pas sur les mêmes registres, etc. Et Gilles avait eu donc il est président de la Fédé de tennis maintenant. Il est très controversé parce que c'est un mec qui est ultra carré, mais qui sait où il va, et il est très profondément humaniste, contrairement à ce que certains peuvent dire. On avait mis en place ce qu'on appelait les Agorasvel. Donc les Agora Asvel, c'était un lundi par mois, on faisait un putain de petit déjeuner au siège, et mais genre Club Med, hein. Tu vois, des croissants, des machins, des trucs, de la bouffe et tout. Et puis quand on avait bien tous bouffé, on parlait. Et là, c'était juste génial. Donc c'était une réunion, là aussi. On parlait, mais de manière intelligente, avec des process que moi je leur donnais, notamment celui que je t'ai expliqué tout à l'heure avec un mode de questionnement. Et puis quand on levait des problèmes qui étaient des cailloux dans la chaussure, on les résolvait ensemble. Ensemble, de manière collaborative. La relation qui prime sur le contenu. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de créer cette relation de proximité, c'est pas moi qui l'invente, c'est un mec de Palo Alto qui s'appelait Paul Václavic et qui disait la relation prime sur le contenu. Elle englobe le contenu au sens où t'as beau être le meilleur entraîneur physique du monde, si tu n'es pas capable de créer avec les gens qui bossent avec toi une relation de proximité, de confiance, de gentillesse, de respect, d'honnêteté, d'humilité, humoristique, parce que l'humour et l'humilité, c'est la même racine étymologique. Et ben, je ne sers pas à grand-chose. Et ben, tu ne sers à rien. Ton or, c'est de la merde. Tu vois ? C'est le travail que j'ai beaucoup fait avec Raymond, où Raymond Domenech était capable du meilleur. Ce mec est génial. Sur le plan humain, c'est un type qui est d'une honnêteté, d'une fidélité. On est potes, tu vois, on ne se voit jamais, mais je sais qu'on est ensemble. Et Raymond, il était capable, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde sur le plan de sa science d'entraînement. Il connaît tout par cœur, c'est un mec génial. Et puis, quand il est en relation de confiance, il est capable du meilleur. On l'a vu d'ailleurs. Tout le monde oublie qu'on est allé en finale contre les Italiens, tu vois, et que c'était juste génial. Et il est aussi capable, à un moment, parce qu'il a dans son histoire des moments où il peut être en retrait ou dans la méfiance et la vigilance, il peut être capable d'être, comme il était parfois avec certains journalistes, totalement fermé parce qu'il a peur de se faire baiser. Et là, hop, eh bien, quand la relation ne passe plus, le contenu ne passe plus. Or, son contenu, c'est de l'or, mais c'est de la merde. Ouais, et on se retrouve plus avec la Coupe du Monde 2006, mais avec la 2002. Ouais. Et voilà. Et où, à un moment, c'est le truc complètement con parce que c'est biaisé d'entrée. Quatrième point, créativité et développement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des brainstorming, on remet sur l'établi des choses qu'on fait toujours de la même manière depuis des années. Et puis et on change notre manière d'être, de faire, on s'enrichit. Et puis cinquième point, plaisir et enthousiasme. On prend son pied, on fête les victoires, on fête même souvent, c'est ce que je dis, fêtez les défaites quand vous vous êtes donné vraiment tout le mal et que vous avez tout fait pour y arriver. Parce que il y a rien de plus rageant de perdre un truc sur lequel on s'est vraiment tous défoncé la gueule. Et ok, on a perdu, on l'a faite. Et fêter les victoires aussi. Hein. Et fêter les victoires. Chose qu'on ne fait plus. Bien sûr, troisième mi-temps au rugby qui est juste génial, tu vois. Mais la troisième mi-temps aussi au rugby quand on perd. Tu vois. Toutes les entreprises devraient travailler avec toi. En fait.
Ouais, j'aurais pas de temps. Ouais, parce que là déjà pas beaucoup de temps, mais là déjà t'es bien pris. Ouais, je me régale à porter cette parole-là, tu vois. À faire des trucs avec toi aujourd'hui, je trouve ça génial, quoi. En tout cas, je pense que cette parole, elle résonnera chez beaucoup de personnes, parce que là, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais on a eu une discussion avec pas mal de choses concrètes qui sont absolument géniales. Hein. Bah tant mieux, je suis content. Puis je suis content de t'avoir rencontré. Ouais, c'était trop bien. Et qu'est-ce que tu fais actuellement, autre que continuer à écrire plein de livres? Je continue d'écrire, puisque j'ai un nouveau bouquin qui sort là le 22 mai. Tu peux partager? Non, je peux pas partager le titre. Si, on peut partager. Si, c'est un bouquin sur le conflit, justement. Okay. Mais c'est même pas sur le conflit, d'ailleurs, c'est sur l'amour. Mais ça s'appelle Le conflit. Donc, c'est accueillir le conflit pour adoucir sa vie. Voilà, donc c'est du conflit à la relation, en fait. Donc, il sort le 22 mai chez Erol. Bon, je fais des conférences aussi à droite à gauche, des interventions comme avec toi aujourd'hui. J'interviens un peu régulièrement sur certaines radios. Je ne vais pas les nommer parce que je ne vais pas les fâcher, mais voilà, avec des gens super. Je fais beaucoup de formations. Je forme les entreprises à ce que j'appelle moi la complicité d'équipe. Tu vois ? Donc c'est comment je crée dans des contextes qui sont stratégiques importants cette complicité d'équipe. Donc ça peut amener des gens qui ne se parlaient plus à se reparler. Comment réunifier humainement parlant pour que stratégiquement et éventuellement, parce que c'est la conséquence de la vie d'une entreprise que ça donne de la performance. Comment faire fonctionner tout ça. Je travaille toujours de temps en temps avec des sportifs de haut niveau. Ça prend toujours beaucoup de temps et c'est pas facile à faire. Ouais, je bossais donc avec Lucas Vanache jusqu'à il n'y a pas longtemps. Puis là, ça prend un temps fou, donc je ne pouvais pas. On essaie de le faire en visio, mais partir aux États-Unis ou en Australie, c'est juste impossible. Même financièrement, parce que c'est des jeunes. Lucas, l'année dernière, il était dans les 60 mondiaux. Là, il a un peu baissé parce qu'il a été blessé. Mais quand tu es dans les 100, 120 premiers mondiaux, c'est chaud, même sur le plan financier, même s'ils gagnent bien leur vie, tu vois. Je travaille beaucoup en accompagnement individuel. Et puis, je m'occupe aussi de moi, je fais beaucoup de sport. Je m'occupe de ma petite famille. Ce qui est déjà très bien. Voilà, donc moi, je suis un sportif de haut niveau raté. J'ai toujours aimé le sport de haut niveau, mais bon, je ne pouvais pas non plus faire tout à cause de mes yeux, etc. Mais voilà, je fais beaucoup de VTT, je fais beaucoup de marches. Je fais du télémark en montagne depuis maintenant une vingtaine d'années. Je fais de la musique, je suis batteur dans un groupe avec mes potes depuis 25 ans. Mais il y a combien d'heures dans ta journée Il n'y a que de la passion. Il n'y a que de la passion. J'ai pas mal de déplacements. J'ai toujours l'impression des fois d'y vivre à l'hôtel ou dans le TGV ou l'avion. Ah, ça fait partie du jeu, là. Ouais, ça fait partie du jeu. Puis en même temps, je me pose. Tu vois, là, je suis arrivé à prendre 3 semaines de vacances là, pour Noël. En général, l'été, je m'arrête le 15 juillet, je redémarre le 10 septembre. Par contre, après, entre tous ces moments-là, ça enchaîne. Ça enchaîne, ouais. C'est à fond, ouais. Et ben, en tout cas, c'était un plaisir que tu puisses nous consacrer quelques heures. C'était super instructif et je pense que ça va provoquer beaucoup. Moi, ça va provoquer beaucoup de remises en question. J'espère bien. Tu vois, je vais le réécouter, ce podcast, parce que le vivre et l'écouter, c'est pas toujours la même chose. Je vais le réécouter attentivement et je pense que ceux qui regarderont la vidéo ou l'écouteront tireront autant d'enseignements de j'espère tout ça. Si je peux être arrivé à partager tout ça, c'est cool, quoi. Ouais, et je pense que ce sera un premier pas aussi vers tous les livres que tu as publiés. On mettra un petit lien dans la description, tu sais, sur YouTube et sur Spotify, on peut mettre toutes les infos. Super. Donc on partagera tout ça. Franck, encore merci. Merci Nassim. Et j'espère à bientôt. Merci Margot. Bye bye, ciao tout le monde. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Franck. Si ça vous intéresse, j'ai d'autres épisodes très très intéressants comme celui que j'ai filmé avec Elodie. Elle est sémiologue et elle nous partage des astuces très très intéressantes pour mieux vivre nos relations, donc je vous encourage à aller voir ça.